Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons une femme de gauche, écologiste, du Pas-de-Calais. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. D'abord, quelques mots, on va revenir sur votre trajectoire. Vous êtes né en 1986 à Bois-Bernard, donc dans le Pas-de-Calais. Vous avez donc 38 ans. La maternité d'Hénin-Beaumont était en train de fermer. Voilà. Et vous passez votre jeunesse à Hénin-Beaumont, avec, auprès d'un père médecin et d'une mère dentiste, et une sœur aussi. Et un frère. Et un frère. Dont on parle moins. Voilà, c'est vrai. Tout ça avant d'arriver à Lille, dans les années 2000, pour d'abord en prépa, et puis ensuite à Sciences Po Lille, que vous intégrez au milieu des années 2000, et dont vous sortez diplômé en 2009. 2009 qui est une année charnière un peu pour vous, puisque c'est l'année de votre premier engagement. Vous prenez votre carte à Europe Écologie Les Verts pendant la campagne des Européennes, suite à un meeting de José Bové, je crois, à Lille, dans la foulée de ce meeting. Et puis 2009, c'est aussi la première expérience électorale, suite à la révocation de Gérard d'Allongeville, maire d'Hénin-Beaumont à l'époque. Vous vous lancez sur la liste de Régine Calzia, à l'époque, au municipal partiel d'Hénin-Beaumont. Et donc c'est le début d'une trajectoire électorale. Ensuite, il y aura les législatives de 2012 dont on se souvient peut-être un peu dans la région parce que à l'époque, il y avait Marine Tondelier, bien sûr, mais aussi Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui était candidat à l'époque dans cette circonscription. 2014, c'est les municipales de 2014 où vous assistez impuissante à la victoire du RN dans votre ville, à Hénin-Beaumont. Vous continuez votre parcours au sein d'Europe Écologie Les Verts, vous engagez avec Cécile Duflot, avec laquelle vous travaillez notamment. Et puis en 2022, une nouvelle étape est franchie. 2021, d'abord, vous devenez conseiller régional, je m'en voudrais de l'omettre. En 2022, une nouvelle étape est franchie. Vous devenez en décembre 2022 secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et en 2024, nouvelle étape à nouveau. Vous êtes battu aux législatives au second tour face à Marine Le Pen, mais vous êtes une cheville ouvrière. On peut aussi dire j'impose un deuxième tour à Marine Le Pen, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Ce qui était effectivement pas arrivé depuis longtemps. Et puis, après la dissolution, vous devenez une cheville ouvrière, une des chevilles ouvrières du nouveau Front populaire, de cet accord, en fait, qui a lieu en juillet 2024. Plus récemment, vous êtes réélu en avril secrétaire national des écologistes dès le premier tour. Et votre défi, là, pour les prochains mois, c'est de maintenir finalement le niveau des écologistes au municipal de 2026. Donc ça, c'est votre parcours. Et puis, votre parcours croise l'actualité. L'actualité sur le front écologique récente. Il y a quelques signaux la semaine dernière avec la loi sur les ZFE, la loi du plomb pour les agriculteurs, quelques messages aussi sur la loi ZAN qui va être peut-être remise en cause. Et on a justement un lecteur, Bruno, qui se pose une question sur les ZFE, je crois. Oui, bonjour Marine. Bonjour. Question sur les ZFE, l'impact social des ZFE, à savoir la majorité des Français n'ont pas les moyens de changer de véhicule, partir sur un véhicule électrique ou hybride. Donc, quelle est votre position par rapport à cela ? Eh bien, écoutez, je suis ravie que vous me posiez la question parce que j'entends tout et n'importe quoi sur les ZFE et sur la position des écologistes sur les ZFE, donc c'est l'occasion pour moi de clarifier les choses. Déjà, vous dire que moi, j'ai grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais, l'endroit où, quand vous faites la carte de France de ce qu'on appelle l'exposome, il se trouve que quand je travaillais au Sénat sur les questions de santé environnementale en 2015, j'étais collaboratrice des écolos sur la santé. Il y a la loi de santé qui passe et on fait mettre l'exposome dans la loi, dans l'article 1. L'exposome, c'est une carte où vous cumulez tous les risques environnementaux. Parce qu'en fait, vous pouvez regarder chez Atmo la qualité de l'air, vous pouvez aller chercher la qualité de l'eau, la qualité des sols. Mais nous, avec l'exposome, on fait la carte, on additionne. Et donc, je travaillais au Sénat à l'époque. Plus tard, je suis embauchée chez Atmo sur la qualité de l'air. Je suis déléguée générale d'Atmo France. Et je fais, donc, ça va être en 2018, parce que j'étais très enceinte. Et je vais à une réunion sur la santé environnementale à titre professionnel à l'INERIS. Et ils projettent, ils sont très fiers. Ils viennent de faire pour la première fois, ça prend beaucoup de temps, la carte de l'exposome de la France. Pour montrer, selon là où vous habitez, comment vous êtes impacté par les différentes pollutions environnementales. Et évidemment,
l'un des endroits les plus noirs de France, c'est pile là où j'habite. Et donc les gens me regardent en me disant, t'es enceinte, t'es sûre que tu veux retourner là-bas ce soir? Je dis oui, c'est chez moi. Mais ils me disent, respire pas trop, puis bois pas. Et moi, je sais que depuis toute petite, quand j'étais en primaire, je voyais, il n'y avait pas besoin d'être épidémiologiste pour voir que dans la classe, entre les enfants, entre les parents, je me rappelle un copain de mon frère son papa avait une leucémie très foudroyante, il habitait à côté de Métal Europe. Je ne vous fais pas le cumul de tous les risques qui existent, vous les voyez bien, on a le record de sites Seveso km², les perchlorates de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les obus qui continuent de se désagréger dans le sol plus d'un siècle après, il y en a encore pour des siècles. L'autoroute A1, la 21, les agriculteurs aussi évidemment qui font ce qu'ils peuvent, mais qui sont une source de pollution comme nous avec nos voitures, etc. Donc bref, quand on grandit là, le jour de sa naissance, déjà, on a 5 ans d'espérance de vie de moins qu'un Parisien, alors qu'on n'a encore rien fait. Et donc, moi, j'ai grandi en arrivant à Lille, puis en allant travailler à Paris. Au début, c'est chez vous, donc vous connaissez que ça, donc ça vous paraît normal, les terris, tout ça, c'est la vie. Puis après, vous dites, ah oui, en fait, c'est quand même particulier le bassin minier quand vous arrivez à Lille. Puis quand vous arrivez à Paris, vous dites, oui, en fait, tout le monde s'en fout, c'est le truc où dès qu'il y a un truc dégueulasse à mettre, on l'ajoute là-bas. Voilà. Donc moi, je suis devenue écologiste parce que j'avais grandi là, et par la santé environnementale. Puis j'ai travaillé chez Atmo sur la qualité de l'air. Et je peux vous dire que la qualité de l'air, tout le monde respire de l'air. On ne peut pas dire c'est pollué, je respire plus. Enfin, voilà, on en respire à chaque minute. Donc c'est très anxiogène en plus. Mais ce n'est pas vrai qu'on respire tous le même air. Selon là où vous habitez, les plus précaires vont plutôt habiter le long des routes, là où les plus riches ont les moyens de ne pas habiter. Dans les immeubles, c'est ceux qui habitent aussi peut-être les étages inférieurs, donc plus exposés à la pollution de l'air. Et donc la pollution de l'air, ce sont les plus précaires qui sont les plus exposés. C'est comme ça. Et je ne vous parle même pas de l'emplacement des aires de gens du voyage, en général coincés entre une autoroute et une voie ferrée, où l'argent public, on met des centaines de milliers d'euros pour faire des aires de gens du voyage, à des endroits où franchement vous ne mettriez pas vos enfants à la crèche. Voilà. Bon, il y a ce risque-là. Comment on fait? Les ZFE, je le dis d'emblée, c'est un outil imparfait. C'est un outil imparfait qui en plus a été fait par des macronistes en France, donc sans aucun souci de la justice sociale. Mais c'est quand même un des rares outils qu'on a à notre disposition pour améliorer la qualité de l'air dans les grandes villes, où les gens meurent plus à cause de la pollution de l'air. Alors, on peut aussi dire qu'il y a le tabac, etc. Mais bon, le tabac, vous le choisissez, la pollution de l'air, vous la subissez. Et donc, c'est un vrai problème. Et dans plein de villes d'Europe, les ZFE ont été une solution. Voilà. La manière dont ça a été fait en France, c'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement social. Et ça, c'est ça le vrai problème. Encore récemment, à l'automne dernier, quand il y a eu les coupes budgétaires, c'est toujours l'écologie qui se prend la balle dans les coupes budgétaires, mais ce n'est pas l'écologie loin de vous, c'est les subventions pour vous. Ce qui a pris en premier, c'est vos subventions pour aménager votre grenier, isoler vos combles et payer moins de factures d'électricité, d'énergie. Et c'est par exemple la prime à la conversion et la surprime ZFE pour les gens qui sont concernés par les ZFE. Ça a été supprimé du jour au lendemain quasiment, alors que les ZFE allaient entrer en application. Donc ça, c'est un scandale. Et l'État, les macronistes, ont une lourde responsabilité de mettre... En fait, ils font de l'écologie punitive. On entend souvent le mot écologie punitive. C'est pas nous l'écologie punitive, hein, c'est eux. Nous, c'est pas comme ça qu'on a fait. Alors nos maires écolos, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur dit, vous devez faire une ZFE, parce que les grandes villes, Strasbourg, Lyon, c'était des villes écolos. Donc c'était des maires écolos qui devaient mettre en place un dispositif où nous, nationalement, on n'aurait pas fait comme ça. On se retrouve à le faire et on le fait du mieux qu'on peut, je le dis. Les maires écolos ont fait un excellent travail en multipliant les réunions publiques, en écoutant tout le monde, en prenant en compte les situations dont vous parlez. Moi, je suis allée à Lyon la fois dernière, j'étais dans une réunion dans un centre social, et il y avait un vieux monsieur qui me dit « Ah bah c'est vous, la veste verte, je reconnais ». Il dit, mais les ZFE, vous en avez entendu parler? Alors je dis, ah oui, j'en ai entendu parler. Parce que moi, en tant qu'Illinois, je peux vous dire que quand je viens à Lille, par exemple, là, ce matin, je suis venue en train, mais il y a des moments où je ne peux pas, parce que je vais finir trop tard à la région, etc. Donc je suis concernée. J'ai dû changer de voiture. J'avais les moyens de le faire. Et je n'ai pas eu d'aide, mais j'avais les moyens de le faire. Bon, ce monsieur, il me dit, moi, j'utilise ma voiture très, très rarement. En fait, ma femme est à l'EHPAD à 60 km, parce qu'il n'y avait pas de place en EHPAD à Lyon. Donc, je fais ça une fois tous les 15 jours. Est-ce que je pourrais? Et je lui dis, j'ai quand même pas changé de voiture pour ça. Donc, il y avait le maire de Lyon pas loin. Donc, j'appelle Grégory Doucet. On discute. Et Grégory Doucet dit, vous êtes considéré comme un petit rouleur. Il n'y a pas de problème. Il dit, oui, mais si je vais à Carrefour aussi une fois par semaine, il n'y a pas de problème. Lui, par exemple, il s'inquiétait parce qu'il avait entendu à la télé par des gens qui disent, vous ne pourrez plus conduire, nanana, vous allez être puni, etc. En fait, pas du tout. Il y a des gens qui font du travail de nuit, donc qui n'ont pas les transports en commun. Il y a des exceptions aussi, des dérogations pour le travail de nuit. Il y a des dérogations pour les artisans qui ont besoin de leur voiture. Donc tout ça, ça existe, ça a été pris en compte dans les villes écologistes, nous l'avons bien fait. Alors c'est sûr qu'après, les gens qui habitent en centre-ville, ils ont plein de transports en commun qui n'ont pas forcément ceux qui habitent à l'extérieur, qui ont besoin de venir en ville. Mais normalement, tous ces cas ont été pris en compte au mieux. Et je trouve extrêmement
populiste d'avoir supprimé cette mesure du jour au lendemain. Donc c'est pas la loi ZFE, c'est qu'en fait il y a une loi de simplification, qui en fait simplification c'est shotgun sur l'écologie, et donc il y a eu un amendement pour supprimer les ZFE qui à mon avis ne passe pas le contrôle du Conseil constitutionnel parce que c'est un cavalier budgétaire, un cavalier législatif qui n'avait rien à faire là. Et donc ce que je reproche aux gens qui ont fait ça, c'est qu'ils se sont débarrassés des ZFE, mais sans rien proposer d'autre, sans à aucun moment parler de la santé des Français. C'est 48 000 personnes qui meurent prématurément en France chaque année de la qualité de l'air. Je ne parle pas du tabac, juste de la qualité de l'air. Et donc, je trouve qu'à un moment, c'est pas faire de la bonne politique que de dire, nous, on a supprimé les ZFE, on vous a libérés. Mais c'est mentir aux gens, parce que quand on attaque l'écologie, pensez pas que c'est moi que ça attaque. Je me défends, il n'y a pas de problème. Ce que ça attaque, c'est vous, c'est votre santé, c'est votre environnement, c'est l'avenir de vos enfants. Et ça, je pense que c'est assez irresponsable d'avoir revendiqué une victoire grandiose pour la France sans avoir rien proposé d'autre et de le faire comme ça au détour d'un amendement d'une loi, quoi. Voilà. Alors, et donc dans les vies d'écolos, se pose la question de comment ils vont pouvoir faire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent quand même le faire à titre dérogatoire? Est-ce qu'ils doivent tout arrêter? Enfin, ça met quand même une rude pagaille, comme on sait faire dans ce pays en votant des lois, en les défaisant, les refaisant, comme ça, en une nuit à l'Assemblée nationale, sans se préoccuper trop de comment ça va se passer pour le terrain, ou pour les gens qui avaient déjà changé de voiture, ou tout ça. Donc je trouve que c'est mal fait. Sur les ZFE, merci pour la question de Bruno. Et avant de passer la parole à Nathalie, on voit qu'il va falloir convaincre les gens. Vous avez parlé cette semaine d'ailleurs de l'écologie qui va devoir contre-attaquer. Il va falloir aller convaincre. Il va falloir aller chercher des forces, dites-vous, chercher de l'aide, aller chercher des voix. On voit qu'un Jordan Bardella arrive à convaincre, notamment sur les réseaux sociaux. Alors on a des jeunes parmi nous qui en parleront aussi après, mais qui arrivent à aller chercher aussi cette jeunesse, etc., sur TikTok, etc. Comment vous, du côté d'Écologie Les Verts, vous allez aller chercher ces voix qui manquent? Vaste question. Déjà, moi je pense qu'il y avait un gros travail à faire sur l'image du parti. Et je le dis, quand je suis devenue secrétaire nationale, le fait de venir du bassin minier du Pas-de-Calais, je voyais les choses autrement. À l'époque, je me rappelle, quand on regardait la télé, 90% des personnes qui passaient à la télé pour les Verts, ils habitaient dans le triangle d'or. Alors, ce n'est pas le triangle d'or immobilier, c'est le triangle d'or écologiste de Paris. Bastille, République, Belleville, ce n'est pas les quartiers les plus chers, mais c'est les quartiers où il y a le plus de votes écolos. Et donc, forcément, il y a plus de votes écolos, donc plus de militants écolos, donc des députés, des sénateurs. Enfin, puis après, c'est eux qui passent à la télé, ils étaient très connus. Mais moi, je me disais souvent, ce sont des bons écolos. Moi, Yannick Jadot, etc., ils font leur travail, je n'ai aucun droit de juger ce qui sont des meilleurs écolos que d'autres. Ce sont de très bons écolos. Mais je me disais, quand on regarde tous les gens qui passent à la télé pour ce parti, ça ne représente pas la France. Et donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui habite dans la ruralité ou dans un quartier populaire ou dans le bassin minier de dire je me sens représenté par ce parti. Et des fois, dans les réunions des Verts, les gens disaient mais les gens, ils n'ont pas compris, dans la ruralité, ils ne votent pas pour nous, alors que nous, on est pour eux. Ils ne comprennent pas. Et je dis vous pouvez vous énerver si vous voulez. S'ils ne comprennent pas, c'est peut-être qu'on explique mal. Peut-être que la personne, quand elle se promène dans sa voiture, d'ailleurs, qu'elle n'arrive pas à changer, et qu'elle voit que des affiches de Le Pen, de Bardella, de Zemmour, de Asselineau, c'est quand même toujours les mêmes affiches qu'on voit dans la ruralité. Ils ont peut-être un seul colleur, mais qui fait toute la région, toute la journée. La personne peut dire, écoutez, eux, ils prennent le temps de venir coller chez moi, ils s'intéressent à moi. Et les Verts, j'ai pas vu d'affiche que nous, on économise le papier, on colle pas là où c'est interdit, peut-être qu'on a raison de faire ça aussi, mais à un moment, ça matche pas. Et donc, j'ai fait beaucoup de travail à la tête de ce parti pour changer notre image, pour revendiquer que l'écologie, c'était pour tous les territoires, parce que l'écologie, c'est pour tous les territoires. Et donc, on a créé les universités des ruralités écologistes, par exemple, où ça fait 3 ans là, qu'on les fait. On a été à Épinal, on a été à Die dans la Drôme, et là on sera à Coutances en Normandie. C'est à chaque fois des centaines de militants écolos de toute la France, des militants des ruralités, qui viennent. On appelle ça entre nous les journées d'été sans Parisiens, parce que c'est comme les journées d'été du parti, mais sans les Parisiens. Et voilà, on a des débats sur comment on portait le sujet, par exemple la chasse. On a une position assez connue sur la chasse. Moi, par exemple, qu'on pratique encore les combats de coqs, c'est pas de la chasse, mais je mets dans le même lot des trucs qui devraient plus exister. À Éperlec ou à Fauconberg, on pratique encore les combats de coqs. Je trouve que c'est d'un autre siècle et d'un autre temps. On pratique encore le déterrage des blaireaux. On chasse la belette. C'est interdit dans toute l'Europe, sauf dans le Pas-de-Calais, par un truc qui tombera en justice. Mais le temps qu'il tombe, on aura tué 15 000 belettes. Alors que les belettes, franchement, ça fait de mal à personne. Donc, il y a des pratiques que je trouve dans notre âge. La chasse à courre aussi, je la combats. Bon, je sais aussi qu'il y a des endroits où il y a besoin de chasse, de régulation. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui disent je fais de la chasse de régulation, mais qui agrènent des sangliers pour qu'il y en ait plus. Bon, ça, je le conteste. Donc, vous voyez, il y a des sujets, quand on habite à la campagne, on les maîtrise mieux que
si on habite autre part. Sur l'agriculteur, moi j'ai un grand-père agriculteur, betteravier dans le Pas-de-Calais, qui était à la FNSEA, avec qui j'ai eu des débats quand j'étais petite. C'est des sujets, je ne suis pas étrangère. Et du coup, quand on m'appelle... dans le département pour dire moi je fais des betteraves, je veux vous rencontrer sur les néonicotinoïdes et je sais que vous allez me comprendre parce que votre grand-père est betteravier, on n'aborde peut-être pas pareil. Donc je pense que l'écologie doit être à portée de main. On doit être d'ailleurs une écologie qui tend la main. Moi je révoque le nom, enfin je récuse le nom d'écologie punitive. Je ne suis pas punitive. L'absence d'écologie est punitive pour plein de gens qui meurent plus jeunes, qui n'ont pas de bonne alimentation pour leurs enfants, qui n'ont pas de pistes cyclables, qui n'ont pas d'îlots de fraîcheur quand il y a des canicules l'été. Ça c'est punitif. L'écologie ça tend la main, ça protège et dans les villes écolos, les mesures qui sont mises en place, ça va du droit aux vacances pour tous. Il y a des mairies écolos qui ont fait, par exemple, l'ordonnance verte. L'ordonnance verte, c'est quand vous êtes enceinte dans une mairie écolo, on vous donne gratuitement un panier bio toutes les semaines, tout le temps de votre grossesse. Donc ça fait, à Strasbourg, où ils ont inauguré cette mesure, c'est 650 000 € par an qui sont mis du coup dans l'agriculture, parce qu'on achète à des agriculteurs locaux. Ensuite, les femmes enceintes, les habitudes que vous prenez quand vous êtes enceinte, souvent c'est des habitudes que vous gardez toute votre vie. Donc ça vous protège, ainsi que le bébé que vous portez, mais c'est aussi des habitudes pour toute votre vie. Et donc c'est des mesures super. Et les gens, ils ont de la chance d'être dans des villes écolos. L'écologie, l'écologie, ça tend la main. Je vous coupe parce que je dois regarder l'heure en même temps et je veux que tous nos lecteurs puissent vous parler. L'écologie, ça tend la main et je pense à Nathalie qui vient de Sangatte qui voulait poser également une question. Oui, bonjour. On est dans un contexte difficile quand on parle des finances publiques. On n'entend même parler que ça. Et je me demande ce que vous proposez en fait pour concilier à la fois donc cette réduction des déficits publics à laquelle on se trouve obligatoirement confronté et bon donc tout ce qui est écologie, diminution de l'empreinte carbone et aide aux plus démunis dans notre région et dans notre pays bien sûr. Excellente question. Alors déjà, on entend tout et n'importe quoi sur les finances publiques. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens en politique qui bénéficient de ce que j'appelle une présomption de crédibilité. Alors quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils ont le beau costume, ils ont fait la bonne école, ils ont la bonne tête, ils viennent du Touquet, tout ça. Emmanuel Macron par exemple, Mozart de la finance. Donc lui, quoi qu'ils disent, même quand c'est n'importe quoi, ça a l'air sérieux. Les gens disent oh, il a dit ça, ça a l'air très intelligent. Et puis vous mettez à côté, par exemple, moi, femme, jeune, écologiste du Pas-de-Calais, mot compte quadruple, ça n'existe même pas au Scrabble. Si je dis un truc, ils vont dire bon, comme c'est une femme, comme elle est jeune, comme elle est du Pas-de-Calais et comme en plus elle est écolo. Je ne sais pas trop ce qu'elle raconte, mais ça ne doit pas être très intelligent. Avant même que... Enfin, voilà, par principe. Ça, c'est les préjugés en politique. Ce que j'ai constaté au cours de ma courte carrière politique, c'est que ce n'était pas toujours aussi simple dans la réalité. Par exemple, je vous prends Bruno Le Maire, Mozart de la finance, tout ça, la bonne cravate, le pull en cachemire, tout. Bon, lui, il nous a donné des leçons de morale d'économie tout l'été, d'ailleurs, sur le programme du NFP, et ça, c'est pas crédible, et ça, gna gna gna. Mais lui, son bilan, c'est quoi ? C'est qu'il a pris, quand il est arrivé ministre, et que Macron est arrivé président, parce qu'ils ont fait quasiment tout ensemble, il y avait 2000 milliards de dettes dans ce pays, au bout de 7 ans, il y en avait 3000. C'est leur bilan à eux. Comment ils ont fait ? Ils ont fait, par exemple, des cadeaux fiscaux. Bon, il y a eu le Covid, etc. Ça, je pense qu'il faut être honnête intellectuellement. Il fallait dépenser beaucoup d'argent en ce moment-là. Mais ils ont fait 40 milliards de cadeaux par an aux plus riches. Quand je dis 40 milliards de cadeaux fiscaux par an, je ne compte pas la taxe d'habitation. 14 milliards par an de taxes d'habitation que vous ne payez plus, ça, c'est une mesure pour tout le monde. Je la mets à part. On en a tous bénéficié. Les 40 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, est-ce que c'était utile ? Non. Par contre, une fois qu'ils font ces cadeaux-là, ils disent « Ah, bah, il y a un déficit, du coup, il faut faire des économies sur des dispositifs. » Et qu'est-ce qui trinque ? C'est l'école, c'est les hôpitaux, c'est, je vous ai dit, les dispositifs écologiques pour vous, à votre service, pour vous aider à avoir quasiment un 13e mois écolo parce que votre voiture consomme moins, parce que vous payez moins de factures de gaz, etc. Et donc ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ensuite, l'écologie, elle a bon dos. Je vais raconter une anecdote qui m'a vraiment... Quand vous faites de la politique, vous écoutez la radio, la télé, des fois, vous savez que c'est faux, ça vous fait hurler, quoi. Au moment de la guerre en Ukraine, quand il y a une recrudescence là, au printemps, il y a le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui va à France Inter et qui dit, vous savez, il y a un truc, vraiment, il va falloir dépenser beaucoup d'argent, il faut un arsenal, il faut des munitions, il faut des cartouches, il faut des bombes. OK. Et donc la journaliste dit, comment on finance ça ? Il dit, moi je pense que l'État, de toute façon il n'y a plus d'argent, on ne peut pas dépenser plus, donc il faut regarder dans les dépenses de l'État, ce qui vraiment est des dépenses régaliennes, qui dépendent de l'État, genre l'armée, et ce dont on peut se passer, ce que l'État n'a pas à dépenser. Et il dit, sur France Inter, à l'heure de grande écoute, je m'étrangle avec mon dentifrice dans le petit lavabo que j'ai chez les Verts, là où je dors quand je fais une matinale le matin, et je l'entends dire, mais vraiment très tranquille, il dit est-ce que l'État a besoin de dépenser des milliards par an pour le plan vélo ? Pourquoi je m'étrangle ? Parce que le plan vélo, c'est 250 millions par an,
c'est pas des milliards, et c'était 250 millions par an en 2023, la première année. La deuxième année, c'était 0, 2024, et en 2025, 0. Donc quand il dit on va aller chercher les milliards du plan vélo, bon déjà s'il veut compter sur les 0 € du plan vélo pour financer la guerre en Ukraine, on ne va pas aller très loin, mais en plus, il ment. Et puis quand bien même il y aurait un peu d'argent sur le plan vélo, je pense qu'avoir des pistes cyclables qui permettent de ne pas prendre sa voiture et donc de ne pas défendre des impérialismes fossiles que sont les États-Unis et la Russie, voilà, consommer moins de gaz de Poutine parce qu'on a isolé sa maison, consommer moins d'engrais de Poutine parce qu'on a une agriculture plus durable, consommer moins d'uranium enrichi de Poutine parce qu'on dépend moins du nucléaire, c'est aussi un arsenal de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on finance plus, depuis le début de la guerre, on a donné plus d'argent à Poutine pour financer sa guerre avec ce que nous on dépense, ce qu'on lui achète, qu'on a aidé l'Ukraine en aide active. C'est quand même un problème. Et donc juste pour finir sur les... Là, je vous ai parlé des dépenses, mais sur les recettes, oui, il faut plus de recettes, et il faut que ce soit les plus riches qui contribuent. Et donc nous, on prône ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire taxer de 2% le patrimoine de celles et ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Avoir plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas vous non plus normalement, ou alors vous m'avez caché des choses, et j'aimerais bien partir en vacances avec vous. Mais... Enfin, franchement, voilà, chez nous, c'est avec les muliers, c'est des gens, ils peuvent payer ça, parce que leur patrimoine leur rapporte plus de 2% par an. C'est-à-dire que même quand c'est des rentiers, c'est-à-dire ils font des choses, mais le patrimoine, ils travaillent, leur immobilier, leurs actions prennent de la valeur. Donc nous, on demande qu'ils payent 2%. Ça permet de dégager 15 à 25 milliards par an, cette taxe, avec des gens qui vraiment ne verront pas la différence, ce sera complètement indolore, et de financer nos services publics, la transition écologique, dont tous les économistes montrent que ne pas dépenser pour l'écologie, ça coûte plus cher à la fin que de faire les dépenses maintenant. Et puis de financer aussi l'effort de guerre en Ukraine. Je le dis, l'Ukraine, c'est très grave ce qui se passe, mais ce n'est pas à vous, à moi, de payer cette guerre. C'est aux plus riches de le faire. D'ailleurs, ils font des super profits liés à cette guerre. Donc peut-être que c'est à eux de la financer. Et ce n'est pas juste un enjeu de est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste. C'est que si on veut gagner cette guerre en Ukraine, et on n'a pas le choix, c'est pas juste l'avenir des Ukrainiens qui est en jeu, c'est la paix et la sécurité sur notre continent, en Europe. Si on veut la gagner, il faut y aller, mais il faut aussi avoir un soutien populaire à cette guerre. Si à un moment on a l'impression que la guerre en Ukraine, pour la payer, les agriculteurs, à un moment les betteraviers, ils disaient la guerre en Ukraine, du coup on a accepté d'acheter leur production en solidarité, et nous on coule avec nos betteraves parce qu'eux ils mettent des néonicotinoïdes, c'est plus facile, etc. Et nous on n'a plus le droit d'en mettre. Ça c'était pas juste. Et donc, par exemple les agriculteurs, à un moment ils disaient on s'en fout de l'Ukraine, laissez-le à la Russie, nous on a d'autres problèmes. Si tous les Français un par un se mettent à dire ça, alors la Russie gagnera. Et après l'Ukraine, ce sera la Biélorussie, c'est quasiment déjà fait, la Pologne, etc. Et on aura le danger de guerre à nos portes, quoi. Donc on a besoin de garder ce soutien populaire et donc que l'effort de guerre soit juste. Donc, voilà. Votre proposition, c'est une proposition de justice fiscale oui. face à ces déficits. Et je précise qu'on l'a fait adopter à l'Assemblée nationale le 20 février dernier. Et ça repasse. Et ça repasse au Sénat le 12 juin. Voilà. Donc le Sénat c'est plus à droite, donc on verra. Mais franchement, on est en train de distribuer, on a une campagne en ce moment, on distribue des billets de banque. C'est écrit 20 milliards. On donne sur les marchés en disant qui veut 20 milliards, qui veut 20 milliards. Et les gens derrière, on leur explique ce que c'est que cette taxe. Plus de 80% des Français sont pour taxer les plus riches. Donc c'est là qu'on va voir si les politiques, les sénateurs sont d'accord avec les Français. On a une question d'Océane qui vient de Villeneuve d'Ascq, je crois. Est-ce qu'il y a un micro pour Océane ? Océane n'a pas de micro. Voilà. Océane qui veut vous interroger sur le cœur du réacteur. Non, on ne peut pas dire ça. Le cœur du réacteur écologiste. Ah. Par rapport à bonjour Marine Tondelier, c'est par rapport à la question sur la décroissance, c'est ça ? Oui. Je me demandais, et les combats aussi. Je me demandais déjà quels étaient les combats principaux concernant l'écologie en France aujourd'hui. Et je me demandais aussi si pour vous, la décroissance, c'est un objectif pour Europe Écologie Les Verts. Alors, je commence par la décroissance. Décroissance ou croissance, aujourd'hui, en termes économiques, ça se base sur le PIB, donc le produit intérieur brut. S'il augmente, c'est de la croissance. S'il n'augmente pas, c'est de la décroissance. Mais vous savez que cet indicateur, je l'ai appris en première ES au lycée à Lens, cet indicateur, il est très contesté. Parce que qu'est-ce qui rentre dans le PIB, qu'est-ce qui n'y rentre pas. Donc moi, quand on me dit est-ce que vous êtes est-ce que vous voulez que le PIB augmente ou pas, en fait, c'est pas si c'est pour payer plus de bombes en Ukraine, on peut dire les guerres c'est super, ça fait augmenter le PIB, il faut plus de guerres. Comme ça, en plus, comme on détruit tout, il faut reconstruire, ça fait de la marge pour le BTP, puis après on construit des bombes, c'est génial pour le PIB. Ça peut pas être un argument juste. Donc moi, je suis pour la croissance de certaines choses. Je suis pour qu'il y ait plus de forêts, je suis pour qu'il y ait plus de bonheur, je suis pour qu'il y ait plus de services publics. Ça, je veux que ça croisse. Et puis il y a des choses, oui, qu'on va devoir décroître. On va devoir manger moins de viande,
moins de viande, mais de la meilleure. Et de la viande qui fasse vivre nos éleveurs français. Moi, je suis végétarienne depuis 15 ans, mais je suis pour qu'on puisse soutenir les éleveurs français qui font un travail remarquable et qui le font bien. Je ne parle pas des fermes-usines, hein. Je parle des vrais éleveurs où les vaches sont dans des champs, tout ça, et qui aiment leurs animaux. Et qui voilà, j'ai visité énormément d'exploitations, je fais bien la différence. D'ailleurs, le mot exploitation ne va pas, parce que quand tu dis exploitation, il y a un petit arrière-pensée derrière. On va parler de ferme, pas d'usine, de ferme. Bon, donc vous voyez, c'est croissance, décroissance, voilà. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute manière, et c'est depuis le Club de Rome en 1957, c'est très posé sur la table, on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde qui est fini. Ça ne marche pas. Il y a un moment, ça ne marche pas. Et donc, on voit bien aujourd'hui, les écologistes, ils vous parlent beaucoup des limites planétaires, de l'effondrement de la biodiversité. Cette planète, en tout cas, l'usage que nous, on en fait, alors que pendant des milliards d'années, ça a fonctionné sans nous, bah, nous, on est là. Et assez rapidement, quand même, la machine s'est emballée. Et c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire que c'est pas des cycles. Des fois, les gens disent « Ah, il y a toujours eu des moments plus chauds et plus froids sur la planète, donc c'est bon. » Je dis, oui, c'est vrai, il y a toujours eu des périodes. Et sauf que là, pour la première fois, c'est pas un phénomène naturel. C'est l'activité de l'homme. C'est depuis l'ère pré-industrielle, ce qu'on consomme, la manière dont on produit, qui a un impact et qui est en train de foutre la machine en l'air. Et des fois, on dit c'est dangereux pour la planète. Mais la planète, elle va bien s'en tirer. Hein, la planète, elle ira toujours. Le problème, ça va être l'humanité. C'est l'habitabilité de la planète, c'est notre capacité à ce qu'elle soit habitable, parce que les températures sont correctes, parce que l'eau est potable, parce que l'air est respirable. C'est ça qui est en question aujourd'hui. Et donc oui, ça va demander des efforts, et je le dis, ce que nous n'anticipons pas, nous le subirons. Donc est-ce qu'on organise aujourd'hui la décroissance, collectivement, démocratiquement, en ayant un débat sur qu'est-ce qu'on fait plus, qu'est-ce qu'on fait moins, et on débat démocratiquement, ou est-ce qu'on continue tout comme avant ? C'est ça la vraie utopie. Avant, on disait les écologistes, c'est des utopistes. Non, les écologistes, c'était réalistes, avant-gardistes. L'utopie, c'est de dire on continue tout comme avant, ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Et là, la décroissance sera subie. Justement, Marine Tourdely, il y a deux sujets qui sont liés à la croissance dans la région. Ouais. Sur lesquels vous vous exprimez régulièrement. Petit 1, le canal Seine-Nord. Vous avez, J'ai pas fini de répondre à la question d'Océane et j'y reviendrai après. Ouais. Mais comme c'est lié à la croissance... Oui, on fait une incise. Je voulais faire une incise. Le canal Seine-Nord, vous avez émis des réserves. Est-ce que vous êtes officiellement contre ce projet ? Autre sujet de croissance, les futurs EPR de Gravelines aussi, qui sont destinés à... Je pensais que vous alliez dire Gigafactory, mais tout ça est lié. Et les Gigafactory, qui sont liés aussi à l'électrification du pays, et à la nécessité d'avoir des EPR dans la région. Le canal Seine-Nord, moi je ne suis pas contre qu'on déplace des marchandises en bateau. Je le dis, je préfère que ce soit sur des bateaux ou sur des péniches que sur des camions sur l'autoroute A1. Ensuite, il y a plein de manières de le faire, ce projet. Déjà, il ne faut pas se dire que parce que c'est sur des bateaux, ça ne pollue pas. Je le dis, dans les normes sur la qualité de l'air, on a beaucoup travaillé sur les voitures, sur les camions, il y a plein de normes. Leur consommation et leur émission de polluants atmosphériques a quand même bien baissé. Sur le fluvial, c'est très en retard. Vous savez, par exemple, dans le port de Marseille, les gens qui achètent à prix d'or des apparts sur le port de Marseille, en fait, leur principale source de pollution, c'est le port. Parce qu'en fait, il y a ces gros bateaux qui sont là, il n'y a aucune norme sur les bateaux, parce qu'on dit ils sont en mer, on s'en fout. Oui, sauf que quand ils sont au port, on s'en fout pas, et c'est là qu'ils consomment le plus, parce que du coup, les gens sont au bord, et il y a une exposition forte. Donc déjà, le fluvial, c'est pas propre. C'est pas parce que c'est sur de l'eau que c'est propre. Il y a des moteurs, il y a des émissions, etc. Ensuite, plus vous voyez comment ça marche, on a parlé de décroissance, plus vous produisez de manière de transporter, plus il y a de transport, plus on va acheter des merdes chinoises qui exploitent des enfants et des femmes et des hommes à l'autre bout de la planète, qui en super conteneurs font tout le trajet jusqu'ici pour des produits dont on va servir 15 jours, 3 semaines, 1 mois, puis qu'on va acheter et qui vont encombrer nos décharges. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc je pense qu'on a vraiment une réflexion à avoir sur nos manières de consommer. Il faut consommer, par exemple, la fast fashion. Il y a un texte au Sénat en ce moment où, évidemment, moi j'ai été au lycée, j'avais envie du dernier t-shirt, j'allais chez Jennifer acheter le t-shirt à, je ne sais plus combien ça coûtait à l'époque, 15 balles. On avait un t-shirt qui n'avait même pas besoin de le repasser parce que c'était tellement des matières, vous le laviez, vous l'accrochez, c'était repassé. Voilà, enfin, j'ai fait ça aussi. Mais là, on est à un moment où on ne peut plus fonctionner comme ça. Et je vois d'ailleurs que les jeunes... On ne le fait pas, le canal Seine-Nord. Non, mais je vois que les jeunes aujourd'hui, y compris dans la manière de consommer des vêtements, les gens font plus attention en fait. Ils achètent de deuxième main, ils vont dans des ressourceries. À la braderie Lille, on est expert de ça. Donc voilà. Moi, je pense que ce canal Seine-Nord, il est surdimensionné. Et qu'en fait, c'est des projets d'un autre temps. Aujourd'hui, on sait qu'on va devoir plutôt faire moins, consommer moins. Pas tout le monde. Aujourd'hui, je le dis, dans le monde entier, c'est les ultra-riches qui posent problème. Ce n'est pas les plus précaires. Le problème, c'est quand vous êtes
classe moyenne en France, vous êtes dans les ultra riches du monde. Quand on parle des 10% les plus riches du monde, la plupart des Français sont dedans. Ça, il faut en avoir bien conscience aussi. Mais aujourd'hui, quand vous prenez l'empreinte carbone d'un pays, en fait, ce qu'on a le droit de consommer par an pour rester dans l'habitabilité de la planète, les plus précaires de ce monde, les 50% plus pauvres, ils dépassent leur empreinte carbone d'un an en 3 ans. Ce n'est pas eux le sujet. Eux, ils ont plutôt un sujet de précarité et il faut les aider. Les 10% les plus riches, les 1% les plus riches, ils dépassent cette empreinte carbone en 10 jours. C'est-à-dire que le 10 janvier, ils ont déjà cramé leur quota pour l'année. Bernard Arnault, lui, il dépasse son quota à 2h15 du matin le 1er janvier. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fini son réveillon. Lui, il a déjà cramé son quota pour l'année. Donc oui, il y a des gens qui vont devoir décroître. Et qu'aujourd'hui, qu'il y en ait qui partent en vacances sur des super yachts avec des jets privés, je trouve ça obscène. J'y arrive plus, en fait. J'arrive même plus à regarder de la Formule 1. Moi, je me dis, on crame. Il y a des gens qui vont avoir besoin de ça pour les trucs vraiment vitaux. Et nous, on crame ça. Donc le canal Seine-Nord, je pense que aujourd'hui, c'est des projets qu'on ne doit plus faire. C'est des projets surdimensionnés qui aspirent énormément d'argent public qui aurait pu servir à des choses plus utiles pour les Français et pour les habitants de notre région. Et je sais que le débat, la question qui se pose maintenant, c'est « Ah ben mais les travaux ont commencé ». Ben oui, les travaux ont commencé. Comme pour la 69. Y compris le président du conseil général de la Haute-Garonne, il dit bah, franchement, c'est pas là qu'on devrait mettre l'argent, etc. Nous, on dit bah, c'est illégal, on va gagner en justice. La justice nous donne d'ailleurs un peu raison en attendant l'épuisement des recours, mais les travaux avancent à toute vitesse, puis après on dit ah bah bon, vu l'argent qu'on a déjà dépensé, autant finir. Alors 166 espèces menacées, des 300 hectares de terres agricoles, de toute façon ils sont déjà perdus, donc le coût il est porté. Ayons les bénéfices de cette autoroute. Moi, ça me dérange beaucoup parce qu'on est mis devant le fait accompli et on refuse de reconsidérer des projets qui sont plus adaptés à l'ère du temps et qui coûtent beaucoup aux contribuables. Donc ça, c'est pour le canal Seine-Nord. Pour Gravelines, pour les EPR, bon, c'est un gros débat qu'on a sur l'énergie en France. Ce que je veux vous dire quand même, c'est que déjà, la France est le bonnet d'âne d'Europe sur les énergies renouvelables. Alors je sais, quand on habite en Picardie, on a l'impression qu'il y a des éoliennes partout. Et c'est vrai que ces éoliennes se sont concentrées à certains endroits. Nous, on n'aurait pas fait comme ça. Je dis les grands projets, qui sont d'ailleurs souvent des projets portés par des grandes entreprises qu'on connaît bien en France. Nous, on va visiter des coopératives citoyennes sur l'énergie solaire, sur les éoliennes, où ce sont les habitants d'une ville ou d'un village qui disent on fait ensemble notre parc solaire. Donc ils mettent chacun un peu d'argent, ils sont actionnaires. Donc non seulement ils ne paient plus de facture d'électricité, mais ils ont un petit quelque chose à la fin du mois de leur investissement et leur village ou leur ville est autosuffisante. C'est ça qu'il faut faire, c'est un peu de production d'énergie un peu partout. Un peu partout. Donc vous êtes d'accord avec Xavier Bertrand qui dit qu'il y en a trop à certains endroits? Bah, moi, j'ai été rencontrer les habitants et je conçois qu'à un moment, ils n'en peuvent plus. Ils ont l'impression que c'est toujours sur eux que ça tombe. Alors bon, il se trouve que le vent tombe sur eux aussi et que ça se fait comme ça. Mais oui, c'est pas équitable, c'est pas juste et c'est pas compris. Quand vous avez un grand promoteur qui arrive qui dit c'est comme ça, on ne discute pas, ça marche pas. Moi, je suis chez Enercop, donc c'est je suis sociétaire d'Enercop. Donc vous savez, j'achète mon énergie un peu plus chère, mais je sais qu'elle vient qu'elle sert à développer de l'énergie durable. Enercop, quand ils vont installer des parcs, ils demandent aux gens. À Saint-Père-d'Urès, je suis allée en Loire-Atlantique, les habitants, ils ont été associés, consultés, ils ont donné leur avis, ils en retirent un peu de bénéfices aussi, et ben, ils ont demandé un deuxième parc éolien. Parce qu'ils ont dit, nous on est convaincus, merci pour ce que vous avez fait. Le maire avait fait une étude sur les conditions d'acceptabilité sociale des éoliennes. Il y a plein de maires qui disent pourquoi on n'en veut pas. Lui, il avait fait une étude sur comment on fait pour qu'elles soient acceptées, comment on s'y prend bien. Donc ça, je trouve que c'est important, et en France, on est les bonnets d'âne parce qu'on devait donner un objectif, c'est-à-dire à combien on voulait être d'éoliens en 2022. On s'est donné l'un des objectifs les plus faibles d'Europe, 22%. Et en plus, on n'y était pas. C'est-à-dire on se fixe un objectif faible et on est le seul pays de toute l'Europe à ne pas respecter son objectif. Donc il faut m'expliquer comment en Suède, ils peuvent être à 70%, comment en Allemagne, ils peuvent être à 50%, 80% en 2030, et comment nous, on est en 20, 22, on n'arrive pas, quoi. Mais on construit des EPR. Mais on construit des EPR, et donc sur le nucléaire, je sais qu'on ne sera pas tous d'accord, y compris chez les écologistes, il y a des gens qui commencent à dire, bon, le climat c'est le plus important, et donc le nucléaire c'est des risques, mais peut-être que le risque du climat devient plus important. Enfin, tout le monde est un peu chamboulé par ces risques environnementaux et par l'accélération des choses, qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et moi, je ne juge personne. Les gens pensent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Je ne juge personne. Et je demande aussi du coup à ne pas être jugé. Quand j'ai vu qu'il y avait des jeunes de la génération climat qui avaient un doute sur le nucléaire, moi, j'ai accepté de me réinterroger. Donc, je me rappelle toutes les vacances de Noël, je venais juste d'être élue en 2022. Et je me suis dit, Marine, tu effaces ton cerveau, tu as 20 ans, tu arrives dans l'écologie, est-ce que tu penserais
aujourd'hui comme tu as pensé il y a 15 ans quand tu es arrivé, ou moi le nucléaire, j'ai découvert ça chez les Verts, j'étais avec mon compteur Gégère, c'est des compteurs qui comptent la radioactivité, à la gare des Nains pour compter, vous savez quand les camions de déchets, enfin les trains de déchets passaient, c'était secret. Donc je savais par Greenpeace et par le réseau Sortir du nucléaire qu'un train de déchets allait passer genre à 6h56 à la gare des Nains, j'allais avec mon compteur Gégère pour montrer qu'il y avait la radioactivité augmentée et que personne ne le savait. Ni le personnel de gare, ni les gens qui étaient sur le TER en face, qui croisaient. Les gens étaient exposés sans le savoir. Moi, je suis pour la transparence. Deuxièmement, on arrive dans un monde qui est incertain. On le sait, sur le risque terroriste, sur la guerre, la centrale de Zaporijjia en Ukraine, c'est un des principaux risques de cette guerre aussi, parce que là, entre les mains des Russes, ils peuvent s'en servir d'armes aussi contre l'Ukraine. Enfin, c'est très compliqué. Et puis Tchernobyl, j'en parle même pas. Mais donc, quand Emmanuel Macron avait dit dans ses vœux en décembre 2020, c'était décembre 2023, je crois, 31 décembre 2023 pour les vœux pour 2024, il dit, sur le changement climatique, il dit, qui aurait pu prévoir ? Tout le monde déjà, bref, je crois que vous auriez pu prévoir. Et donc je me dis, donc, le mec ne peut pas prévoir la canicule de cet été, mais par contre, il sait où sera le niveau de la mer en 2100. Il est très fort, parce que les centrales qu'on commence à construire aujourd'hui, elles seront en fonctionnement 2100, 2110, 2120. Il se trouve qu'en 2050, le débit du Rhône aura baissé de 40%. Et donc, il y a beaucoup de centrales qui s'alimentent sur le débit des fleuves. Comment elles feront ? Comment on fait où il y a des étés de chaleur, où l'eau qui est aspirée pour le circuit de refroidissement, elle est restituée, mais dans des températures trop chaudes. Il y a des moments de canicule où les centrales sont à l'arrêt, parce qu'elles ne respectent plus. Et si vous relâchez de l'eau trop chaude, ça vous pourrit tout l'écosystème en aval de la centrale. Et puis après, il y a des centrales qui ne sont pas au bord de fleuve, qui sont au bord de la mer. Et vous savez où sera le trait de côte en 2100 ? Les scientifiques n'arrivent plus à le dire. Ils disent qu'ils ne maîtrisent plus, ils disent ça s'emballe, on peut vous faire des prédictions, mais peut-être que ce sera bien au-delà. Gravelines, je suis désolée, c'est l'une des plus grosses centrales d'Europe. Cette centrale ne me met pas en sécurité. S'il y a un problème à une centrale, c'est un rayon de 250 km autour qui est concerné. Gravelines n'est pas construite très très haut au-dessus du niveau de l'océan, c'est quelques mètres à peine, et est construite sur un polaire, pas très loin de là où on allait soutenir les inondés il y a encore quelques mois près de Saint-Omer. Et donc moi je suis désolée, on fait courir un risque qu'on ne sait pas maîtriser. C'est pas vrai quand on vous dit on maîtrise tout, etc. D'ailleurs, l'agence, l'IRSN, qui faisait des rapports, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui faisait des rapports pour alerter sur le changement climatique, sur le fait que ces EPR étaient décidés à la va-vite, qu'ils n'étaient pas sûrs. D'ailleurs, y compris la Cour des comptes fait un rapport pour dire c'est pas des islamo-gauchistes, la Cour des comptes, c'est pas des écolos. Ils disent, écoutez, d'un point de vue industriel, vu ce qui s'est passé à Flamanville quand on a voulu construire ce nouvel EPR, ça a été un fiasco industriel, ça a pris des années de plus que prévu, ça a coûté des milliards de plus que prévu, on ne sait pas le faire. Donc pour un, on a eu du mal, et on veut en faire 6 d'un coup, dont on ne sait même pas comment ils fonctionneront, dans quelle situation, en 2100, 2110, 2120. Et puis je suis désolée, il y a une grande légende pro-nucléaire selon laquelle le nucléaire c'est l'indépendance énergétique. C'est pas vrai, l'uranium, on dépend de Poutine. D'ailleurs, on l'enrichit pour se procurer de l'uranium qui, même s'il vient du Kazakhstan, etc., maintenant, passe par la Russie. Deuxièmement, les déchets, on ne sait toujours pas les gérer. Toujours pas. Et donc, on va laisser pour des milliers, des centaines de milliers d'années des déchets à des endroits où on dit si on va mettre un panneau, le panneau il sera encore là. Enfin, tout ça, on fait courir des risques qu'on ne sait pas maîtriser. Donc moi je dis pas, si j'étais présidente de la République ou un écolo, on arrête tout de suite tout le nucléaire, hop, on repart à zéro. Je dis on déploie le renouvelable, qui est la seule manière d'être vraiment indépendant énergétiquement et de préserver le climat. Et d'ailleurs, une éolienne, ça met 8 ans entre vous dites de faire une éolienne, elle est en fonction, ça met 8 ans. Une centrale nucléaire, c'est un peu plus loin. Donc si vous dites qu'il y a une urgence énergétique et une urgence climatique, faites les trucs qui se déploient vite. Donc moi, je suis pour ça. Et au fur et à mesure qu'on déploie suffisamment de renouvelables, on ferme les centrales en commençant par les plus vieilles. C'est ça que je propose. Je ne dis pas on va faire un blackout. Par contre, les gens du RN qui comptent sur les nouveaux réacteurs, on ne sait pas quand, et qui sont contre les éoliennes, eux, ils vont provoquer un blackout s'ils sont au pouvoir. Parce que si vous ne développez pas d'autres ressources et que vous vous basez sur le truc qu'on ne sait pas construire, ça ne va quand même pas marcher très vite. Voilà. On a encore beaucoup de questions. Oui. Bon, oui. Donc, on va... Alors, Océane, sur les principaux sujets écolos, je dis quand même... 2 mots. Ouais, 3 mots. Donc, oui, c'est des sujets compliqués quand même. J'essaie d'expliquer bien. Si on veut que tous les lecteurs puissent poser... Sur l'écologie, il y a les sujets environnementaux, qui sont très importants. On en parle beaucoup ce matin et je suis contente. Merci de me donner cette occasion. Mais l'écologie, c'est aussi la justice sociale. De toute façon, il n'y a pas de transition si elle n'est pas acceptable socialement. L'un va avec l'autre et ça a toujours été notre ligne. C'est pour ça qu'on est un parti de gauche. Ensuite, il y a toutes les questions je dirais, d'apaisement de la société, de vivre ensemble. Parce que l'écologie, je vous ai parlé des finitudes.
c'est la fin de plein de choses. C'est penser les finitudes, mais c'est aussi l'infini des relations. L'écologie, à la base, c'est une science. C'est la science des interdépendances. Et donc, l'écologie, c'est l'infini de ces relations, la beauté de ces relations, c'est vivre ensemble. C'est pas que les écosystèmes entre je sais pas quelle espèce et je sais pas quelle autre espèce dans la forêt, c'est nous aussi. Et donc, c'est pour ça que moi, j'allais beaucoup. Vous avez dit que vous étiez de Sangatte. Moi, Sangatte, je connaissais parce qu'on tricotait les vêtements à l'époque pour les migrants. Quand quelqu'un me dit « t'es écolo, mais c'est quoi le rapport avec les migrants ?» Je dis « mais attendez, vous pensez que je vais aider les ours polaires, les baleines, les espèces d'oiseaux en voie de disparition et pas des êtres humains ?» Ben non, en fait. Nous, l'écologie, c'est un rapport à l'autre. Et donc, ça nous amène à être solidaires et aussi à penser la tolérance dans notre société. Parce que je pense qu'on est une société qui se tend, qui devient de plus en plus intolérante. La montée de l'antisémitisme, c'est hallucinant quand je vois des personnes de confession juive qui doivent enlever la mezouza de leur porte parce qu'elles ont peur aujourd'hui d'être perçues comme juives et d'être mises en danger pour ça. C'est un scandale. L'islamophobie, c'est un scandale aussi. Et ça existe dans notre région. Les injustices dont sont victimes les femmes, les personnes LGBTQIA+, les personnes en situation de handicap aussi, tout ça doit être travaillé. Et donc l'écologie, c'est une vision de la société qui apaise, qui répare, qui protège. Donc ça, c'est les gros sujets. Et puis après, moi, il y a un sujet qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur, c'est la santé. Mais vous voyez que tout ça est lié. La santé, c'est un sujet social, c'est un sujet environnemental aussi. Et il y a un sujet sur lequel je réfléchis de plus en plus, qui est le sujet de la solitude. Parce que c'est un sujet qui est complètement impensé politiquement. Complètement. C'est plus d'1 Français sur 4 qui se sent très très seul. Et derrière la solitude, vous avez les services publics. Derrière la solitude, vous avez la question des territoires. Parce que je trouve que les territoires sont très, et en tant qu'habitant du bassin minier, je le vois, sont quand même très injustement traités pour certains. Les montagnes, le littoral, on n'en parle quand dans le débat public. C'est des sujets quand même, les gens qui habitent à la montagne, ils ont quand même des problématiques très particulières. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, qui ne se sentent pas concernés, pas considérés. Et ça, c'est une fabrique, pour répondre à votre question tout à l'heure, à votre RN. Parce que les gens qui se sentent très seuls, à un moment, leur rapport au monde change aussi. Ils deviennent dans une forme de défiance en disant vous vous intéressez pas à moi, moi je ne m'intéresse pas à vous non plus. C'est pas juste pour ça qu'il faut traiter ce problème, hein, parce que c'est un problème en soi. Mais donc je réfléchis beaucoup. Il y a d'ailleurs des pays, au Royaume-Uni, ils ont mis en place en 2018 un ministère de la solitude. Et je trouve que c'est très peu pensé politiquement, donc je travaille là-dessus en ce moment, par exemple. Océane, je vous invite à Puis l'international, puis l'économie, puis tout ça. Hein. Lisez tout notre programme, il est fantastique. Je vous invite à passer le micro à votre voisin, Willy, je crois, qui a une question. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question à vous poser sur l'importation des produits de l'agriculture dans les pays lointains. La semaine dernière, j'avais besoin d'ail, de gousses d'ail. Je vais donc chez un marchand traditionnel et je vois l'ail français à 24 € le kilo. L'ail qui... C'était de l'ail d'Arleux, j'espère. Non, je suppose, oui, c'est la région. Alors que l'ail d'Argentine était à 12 € le kilo. Comment cela peut être possible ? Alors ça, c'est un sujet, c'est l'un des premiers sujets quand j'étais jeune militante qui m'interpellait, c'est ce qu'on appelle les kilométrages alimentaires. C'est-à-dire que l'aliment, on voit le prix, nous, mais on ne voit pas combien de kilomètres il a fait. Et donc, par exemple, on consommait des haricots verts du Kenya. Ça me sidérait. Donc alors on me disait, c'est pas très gentil pour les agriculteurs du Kenya. Oui, d'accord, mais en fait, est-ce qu'on a besoin de produire les haricots verts au Kenya, de les mettre dans des avions, sinon c'est par avion hein, pour certains produits, et de venir les consommer ici? Ça n'a aucun sens sur le plan environnemental. C'est comme les traités pour manger de l'agneau de Nouvelle-Zélande, quoi. Et on le fait parce qu'ils sont moins chers. Et on les consomme parce qu'ils sont moins chers. Oui, mais ça, c'est un vrai. C'est parce que le marché, en fait, ne doit pas juste fonctionner comme un marché. Comment régule ce marché ? Une taxe carbone, par exemple ? Alors, nous, ce qu'on a proposé, donc, vous savez, la loi Duplon qui était en examen, la loi sur l'agriculture, on avait fait 1500 amendements. Les gens ont dit les écologistes ont fait de l'obstruction. Pas du tout. C'était pas des amendements, genre, pour dire, au lieu d'écrire 30 jours, on va écrire 1 mois, puis on va le faire 10 fois, comme ça fera 10 amendements. C'était que des amendements de fond. Et notamment, on proposait un amendement contre la concurrence déloyale en matière agricole. C'est-à-dire qu'en France, il y a certains produits phytosanitaires qui sont interdits. Et on disait, s'ils sont interdits en France, on ne doit pas pouvoir vendre en France des produits qui en contiennent. Des clauses miroirs, quoi. Des clauses miroirs. Mais pas. Alors, les clauses miroirs, c'est quand c'est un traité international. Là, c'est même s'il n'y a pas de traité international. Mais ça pourrait être traité sur l'Europe. Par exemple, les betteraves, les cerises. Alors, il y a des pesticides qui sont interdits pour toute l'Europe. Tomates espagnoles. Oui, bien comment sûr. on fait ? Alors, moi, j'avais travaillé avec la Confédération paysanne qui travaillait sur des clauses anti-dumping qui disaient qu'en fait, on ne pouvait pas vendre en France, enfin, en fait, on ne pouvait pas vendre en France moins cher que les produits français, pour que la discrimination ne se fasse pas sur le prix, mais sur la qualité. Après, il y a aussi un sujet du prix de l'alimentation. Et aujourd'hui, on a quand même un problème avec le fait que beaucoup de Françaises et de Français ne mangent pas à leur faim. C'est comme ça le premier problème. Je crois que c'est 40% des Français qui disent qu'ils se privent d'au moins un repas par semaine.
pour des raisons économiques. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet et ça devrait être accessible à tout le monde de manger des produits en plus de qualité qui sont bons pour la santé et qui font vivre notre agriculture locale. Donc moi, on porte une toute autre vision du modèle agricole. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle agricole bénéficie par exemple de beaucoup de subventions et je ne demande pas à ce qu'ils en aient globalement moins, je demande à ce qu'elles soient mieux réparties. Au niveau européen, la PAC, l'aide agricole, 80% des aides de la PAC vont à 20% des agriculteurs. Et à 20% des agriculteurs, les plus gros, parce que ce sont des aides à l'hectare. Ce sont des aides à l'hectare. Donc plus vous avez d'hectares, plus vous avez d'aide. Par contre, les petits maraîchers, par exemple le maraîchage, souvent vous avez moins grande surface, vous avez moins d'aide. Ben ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je trouve que le bio, par exemple, est aussi très très peu aidé. Ils ont même supprimé les aides. Vous savez, il y a une aide à la conversion. Quand vous dites je suis bio, je suis pas bio, je passe en bio. Il y a une aide à la conversion qui existe encore, mais il n'y a plus d'aide au maintien. Alors que quand vous produisez en bio, vous rendez service à l'environnement. Si vraiment on calculait tout dans le marché, oui, mais votre salade bio, elle est vendue plus cher, mais elle ne va pas coûter des coûts de traitement de l'eau, des dépenses sanitaires. Et donc tout ça, ce n'est pas pris en compte du tout. Donc je trouve que ce n'est pas juste, c'est un jeu qui est pipé. Et je pense qu'à un moment, il faut se reconcentrer sur une relocalisation des productions. On produit aussi aujourd'hui beaucoup le maïs. Je ne veux pas me tromper sur le chiffre, donc je le dis sous réserve. Je crois que c'est 80% qui est pour l'exportation et pour le bétail. C'est-à-dire qu'en plus, comme on mange beaucoup de viande, il faut produire beaucoup pour engraisser les animaux et pour manger de la viande qui est parfois pas de bonne qualité. On ferait mieux d'en manger mieux et moins et mieux, y compris pour notre santé. On mange trop de viande en France par rapport à ce qui serait bien pour notre santé. Donc je pense qu'il y a un retravail à faire sur les besoins de l'agriculture en France, qu'on produise pour se nourrir. Et nous, vous voyez, dans les villes écolos, on met en place, y compris on relocalise des productions, on met des maraîchages en régie pour produire soi-même pour la cantine, pour que tout ça boucle, quoi. Et vraiment, il faut réussir à produire plus et mieux sur le territoire français des choses pour l'alimentation humaine, pas pour faire fonctionner pareil les biocarburants. Enfin, excusez-moi, maintenant on prend des terres, c'est même plus des agriculteurs, c'est des industries en fait, oui, qui cultivent pour faire rouler au bioéthanol, je sais pas quoi. Enfin, ça va pas, quoi. Alors on va avoir un problème de souveraineté alimentaire bientôt en France. On sait bien le faire pour le lait, par exemple. Exactement. On doit avancer un petit peu sur. On avance là. On avance pas mal. Les réponses sont intéressantes, je pense, pour nos lecteurs. On va. Passer la parole à Sofiane qui vient de Bruay-la-Bussière, qui voudrait parler un petit peu de politique et de la gauche, la grande gauche. La gauche. J'ai une question assez générale sur le nouveau Front populaire. Ouais. Alors, pour l'occasion de son anniversaire d'ailleurs. On a eu l'impression quand même, alors le nouveau Front populaire a apporté pas mal d'espoir, on pourrait dire, avec la dissolution, la victoire, qui a été quand même une victoire, même si certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ce terme. Mais ça a été un peu écrasé par Macron qui a ignoré les propositions de Premier ministre, etc. Et avec le temps qui est passé, il y a aussi eu de temps en temps quelques conflits, que ce soit par rapport à certaines idées ou des petites oppositions. ou parfois c'était les paroles ou les actions, et ça pouvait causer des tensions. J'ai quand même eu l'impression personnellement que malgré toutes ces tensions, vous avez un petit peu joué le rôle d'une colle qui tenait à garder ce nouveau Front populaire rattaché ensemble. Mais avec toutes ces tensions, on a aussi peur, en tout cas moi j'ai cette impression-là en tant que personne plutôt de gauche, que le nouveau Front populaire pourrait s'effondrer si jamais il y avait trop de tensions. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le futur de la gauche par rapport à la présidentielle qui approche aussi? Alors, j'ai pas une question très précise, mais est-ce que vous avez des commentaires par rapport à votre idée du nouveau Front populaire? Est-ce que vous êtes prêt à une éventualité, soit qu'il s'effondre, soit qu'il puisse continuer dans la longévité? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, on va parler un peu primaire aussi à l'occasion de la question de Sofiane. Je vous fais un package. Bon, déjà, bon courage à Bruay-la-Bussière, parce que Bruay-la-Bussière et Limbaumont, on a un petit point commun. Exactement. Donc, tu sais de quoi je parle. Et donc, bon courage. Deuxièmement, sur le nouveau Front populaire, moi, ce dont je suis très fière, c'est qu'on l'ait fait, parce que j'entends souvent des gens qui disent « ouin, le Rassemblement national, comment on va faire ?» Mais en fait, il ne s'agit pas de se plaindre, il s'agit d'être meilleur. C'est très simple ce qu'on a à faire, on a à être meilleur. Et on sait le faire puisqu'on a su le faire l'été dernier. Temporairement, certes, mais on l'a fait. Donc on pourrait le refaire. Il ne tient qu'à nous. Ça, c'est la première chose que je dis. Je vais être très claire là-dessus. Il y a de l'espoir, il y a un chemin de crête. On peut le faire si on le décide.
Le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que tout le monde ait décidé de faire ça. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Et je pense que si cet été, j'ai eu, on va dire, les bons instincts, moi, j'ai pris le témoin, j'ai couru tout droit, je ne me suis pas posé 50 000 questions, c'est parce que j'avais fait 10 ans d'opposition à Hénin Beaumont. Je le dis, c'est une expérience de la vie très très dure, mais très formatrice. Et quand il y a une dissolution et qu'on pense qu'on peut avoir Jordan Bardella Premier ministre, je ne suis pas là à dire oui, mais là je suis fatiguée, puis lui je l'aime pas, puis lui en 1992 il a fait ça, et puis lui telle ligne de son programme. C'est sûr que le programme de Fabien Roussel et le mien sur l'écologie, c'est pas exactement la même chose. Mais enfin, on parle de l'extrême droite au pouvoir. Donc à un moment, on ne va pas faire le jeu de cette différence. On ne va pas tergiverser, couper les cheveux en 4. Donc moi, je me suis posé très très peu de questions. Ça a été instinctif. Je pense que c'est ma formation à Hénin Beaumont qui a fait ça. Et donc j'ai été pénible, j'ai même été chiante, je vais le dire. Tu as dit que j'ai fait le rôle de colle, peut-être on peut dire de l'acier, comme ça fera plaisir aux copains d'ArcelorMittal. L'acier, ça soude, tu vois. Donc j'ai joué le rôle de le ArcelorMittal de la gauche. Et on voit bien que ce qui nous a aidé cet été, c'était le fait qu'on n'ait que 4 jours. Il y avait une urgence, une forme de panique à bord. Donc le plus dur a été de mettre tout le monde dans la même pièce. Mais une fois que tout le monde était dans la même pièce, c'est-à-dire dans notre local des Verts, et qu'il y avait 1000 personnes dans la rue qui manifestaient pour dire faut y arriver, moi j'ai dit à un moment aux gens, celui qui veut sortir parce qu'il n'est pas content, allez-y, vous irez expliquer aux gens dehors pourquoi vous sortez. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et ils ne savaient pas non plus comment. Et on l'a fait. Et on l'a fait bien. On ne l'a pas juste fait comme ça, contraint. On l'a vraiment fait avec envie, enthousiasme. On était heureux de faire ce qu'on faisait. Et je pense que les électeurs aussi, et qu'ils le gardent. On garde une forme. Les gens, pourquoi ils aiment bien la veste verte? C'est parce que c'est une forme de doudou, c'est la nostalgie de ce moment où c'était beau, on y croyait, on a eu peur jusqu'à la dernière minute des résultats, on a eu peur, mais on l'a fait, quoi. Est-ce qu'on Donc peut ça, le refaire? Si on l'a fait, évidemment qu'on peut le refaire, mais il faut que tout le monde soit à la hauteur de l'histoire. Et moi, je vous avoue que je suis désespérée. Je ne fais plus un média. C'est pas le cas aujourd'hui. Bravo la Voix du Nord. Ça va venir. Mais souvent, c'est j'ai 4 questions sur Jean-Luc Mélenchon, 3 autres sur Raphaël Glucksmann, et lui, il a tweeté que si sur l'autre qui a dit que ça. Je m'en fous en fait. Ça me fait chier. Enfin, je le dis, je suis vulgaire, mais moi, des fois, je passe des émissions à discuter de ça, de microcosme politique qui n'intéresse personne. Enfin, ça engage un peu l'avenir de la gauche. Oui, mais après, je rentre à Hénin et je sors de la gare et je me dis, mais c'est indécent en fait, les débats qu'on a, la gauche parle à la gauche de la gauche sur la gauche et vit son psychodrame permanent, c'est indécent par rapport à ce qu'attendent les gens. Et je le dis, on va parler de la présidentielle, mais pour les municipales aussi. Vous dites, il faut que, dans l'introduction, vous avez dit, c'est bien, les Verts, vous voulez garder un maximum de vos villes. Mais moi, attendez, je ne joue pas en défense, je ne suis pas juste là pour garder des villes écolo. Je veux que toutes les villes de gauche et écolo restent à gauche et écolo, mais je veux aussi qu'il y ait des villes de droite qui basculent. Et il y a des villes de droite qui n'ont rien à faire à droite, je fais le tour en ce moment. Il faudrait juste que les gens se mettent ensemble quand on regarde les statistiques électorales. Et bien, s'il y en a qui disent « je ne veux pas être dans la même pièce que lui, qui ne veut pas être dans la même pièce que moi, et donc on ne part pas ensemble », ben, il faut qu'ils disent en fait, aux habitants de la ville « votre ville pourrait être à gauche, mais elle ne va pas être à gauche parce qu'on ne veut pas se parler ». Qu'ils l'assument. Et je pense que les électeurs vont faire leur choix aussi en fonction de ça. Donc ça, c'est pour les municipales. Et pour la présidentielle, les choses sont simples. Alors j'ai compris que Jean-Luc avait décidé, coûte que coûte, vaille que vaille, d'y aller parce que c'est Jean-Luc Forever, qu'il est très fort, tout ça. Je lui reconnais un certain talent dans son genre. C'est pas ma came, mais ok. Bon, le problème, c'est que si lui fait ça, après Glucksmann, il dit moi aussi, moi je suis fort dans un autre genre, donc vraiment, voilà. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont trouver qu'ils sont très forts aussi, tout le monde va y aller, et ça va être quoi le nombre de candidats évidemment. Et puis à ce jeu-là, on va dire tiens, perdu pour perdu, autant qu'on mette aussi en écologiste, enfin c'est n'importe quoi en fait. Donc le sujet, c'est qu'on a les fascistes, non pas aux portes du pouvoir, hein, ils en ont déjà franchi le seuil, et nous, on va dire, là, ça va être le concours d'ego pour voir qui fait 1 et qui fait 2 et qui fait 3. Donc ça n'a aucun sens. Donc moi, je veux une candidature unique. S'il y en a un qui veut quand même partir tout seul, et ben les autres feront une candidature commune. Mais ça se verra en fait, que la personne n'a pas voulu venir dans le cadre commun. Et évidemment que j'ai un avis très précis sur qui devrait être la meilleure candidature. C'est qui ? Je ne vous dirai pas, sinon... C'est vous ? Marine Tourdelier, ouais. Non, mais moi, je pense que l'écologie ne fera pas de figuration dans cette primaire. Donc, c'est vous ? Non, alors là, c'est une autre question. Je suis vraiment capable d'avoir les deux raisonnements en même temps, peut-être parce que je suis une femme, vous voyez. Il y a des désavantages à être une femme, mais il y a des qualités, beaucoup de qualités, et on fait de la politique de manière différente. Donc, la question de est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, viendra après, et c'est les adhérents des Verts qui décideront. Quand ? Ça, ils décideront. Qui et quand. Donc vous voyez, c'est très démocratique chez nous. Mais ce qui est sûr, c'est que l'écologiste, ça ne va pas juste être les gentils organisateurs. Genre cet été, à un moment, on avait l'impression qu'on était les livreurs de pizza dans la presse. Ils disaient, c'est chez eux, c'est qu'à mon avis, voilà, c'est la Suisse, ils ont les bonnes pizzas. Non, l'écologie, elle est centrale. Nous sommes les seuls qui arrivons à discuter, à travailler avec tout le monde. Nous sommes les seuls qui avons un projet novateur pour la société. Nous dirigeons les plus grandes villes de ce pays. Donc et puis surtout, on a des
un programme singulier à défendre. Tous les sujets dont on parle tout à l'heure, il faut qu'ils soient mis au débat dans la primaire. Mais ça veut dire que sur les l'écologie est territoires, sur la centrale. solitude. Et pourtant, on le redisait tout à l'heure, mais vous êtes Oui, c'est dur. réélu à la tête Oui, c'est dur. de votre parti avec 6700 votants. Donc en fait, c'est central, mais c'est dur. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas fait comme les Républicains qui ont dit vous pouvez adhérer jusqu'à la veille au soir. Et donc ta grand-mère, ta sœur, ta belle-sœur, ton voisin, tout le monde vient voter pour toi. Puis le lendemain, ils sont plus jamais là. Enfin, je peux aussi gonfler les chiffres si je veux. On a 250 000 sympathisants. Voilà, il se trouve que les sympathisants, chez nous, c'est 1 euro pour adhérer. Ceux qui veulent adhérer, c'est pas un problème financier, c'est des gens qui veulent vraiment participer aux décisions internes. Nous, il y a plein de gens qui disent mais moi, on vous fait confiance. C'est vous la chef. Nous, vous nous dites comment on fait, on vote pour vous. Enfin, vous voyez, cette guerre des chiffres, il y a moins d'engagement aujourd'hui dans les partis, dans les syndicats, partout. C'est comme ça. Donc, je ne me baserai pas sur chiffres. Par contre, je pense que ce qu'on raconte, et moi je le vois, il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue. J'ai encore la question ce matin pour dire vous lâchez pas. Hein. Vous lâchez pas. Hein. On vous regarde parce que on sait qu'on ne pourra pas compter sur grand monde pour maintenir cette union, mais vous, il y a besoin de vous pour faire ça. Et si on vous je le ferai jusqu'au dernier souffle. Je l'ai dit hier. Si on vous appelle, vous serez là. Si on vous demande. Non, mais moi, je serai là. De toute manière, je suis la secrétaire nationale du Parti des écologistes j'ai été réélue pour un mandat. Donc, pour ce qui est de 2027, de toute manière, j'aurai mon rôle de chef de parti écologiste à jouer et je le jouerai pleinement. Je ne serai pas tête de liste municipale, je ne cours pas 50 mandats en même temps. Je suis conseillère régionale des Hauts-de-France parce que j'aime cette région et que c'est important pour moi aussi d'être dans une assemblée délibérante, de faire ce travail d'élu local, c'est très important. Mais tout le reste de mon temps est dédié à faire l'écologie et à faire gagner la gauche les écologistes en 2027. La question de savoir si je serai candidate dans le cadre de cette primaire ou pas viendra après. Ce sont les militants qui décideront et il y a peut-être d'autres incarnations écologistes qui ont envie. On verra et on prendra la meilleure décision possible. Mais l'écologie ne jouera pas un rôle de figuration dans cette primaire. Avec plusieurs partis. Dans votre idée, il faut une primaire dans l'idéal de Jean-Luc Mélenchon à Raphaël Glucksmann. Je pense que celles et ceux qui disent on va faire un front anti-Mélenchon font une grave erreur. Parce que, en fait, tout le monde est bienvenu et ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas. Il y en a qui me disent ah bah ouais, mais on a le droit de le dire parce que de toute façon il ne va pas venir. Je dis ouais, mais c'est différent. Que tu décides qu'il ne peut pas venir ou que lui décide de ne pas venir, ça n'est pas la même chose. Moi, je le dis, tout le monde est le bienvenu. Je ne vote pas pour Jean-Luc Mélenchon, je ne vote pas pour François Hollande, je ne vote pas pour Philippe Poutou. Mais si on fait un cadre commun pour une candidature unique, il faut qu'ils puissent, dans le cadre de du choix de cette candidature unique, présenter leur candidature. Et je le dis, on a une réunion organisée avec Lucie Castet le 2 juillet pour travailler ce cadre commun. Les absents à cette réunion du 2 juillet auront tort. Moi, je suis pour qu'on laisse leur chaise vide. C'est ce que vous avez dit sur l'antenne de France Inter, mais est-ce que là, vous avez déjà eu des réponses des différents partis ? On va laisser d'ailleurs la parole à Laurent pour nous parler du Parti Socialiste. Mais vous avez eu des réponses Oui, le Parti Socialiste a confirmé sa présence. Bon, il faut qu'ils finissent leur congrès et j'espère qu'il se terminera bien. C'est Olivier Clémentine Autain, François Ruffin seront là. Génération S sera là. Les écologistes seront là, évidemment. Le Parti communiste sera représenté et ils doivent décider dans les prochains jours s'ils participent entièrement en tant que Parti communiste. Voilà. En fait, aujourd'hui, les deux grands absents, c'est Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard et je pense que même après le 2 juillet, il ne sera pas trop tard. La porte doit rester ouverte très très longtemps. Laurent. L'unité, ça ne s'invente pas, ça se fait. Alors, bonjour. Laurent, êtes-vous socialiste ? Il est de l'ombre des doués. Alors moi, je suis un peu de tout, en fait. J'ai voté sur pas mal de partis. Un électeur de gauche classique, quoi. De gauche et de droite aussi. De gauche et de droite. Ouais, Posez votre question. J'ai voté un petit peu de tout. Et ma question. J'essaie d'en savoir plus. Oui, on peut, pas de problème. Et on n'a pas le temps. Moi, c'est pas forcément sur le Parti socialiste. J'avais deux questions principalement. Information. Alors, c'était le relationnel des écologistes avec le Parti socialiste, mais c'était surtout pour parler de l'agressivité dans le débat politique. Ouais. Je trouve que c'est quand même un petit peu malheureux. Ça fait perdre beaucoup d'intérêt pour la politique, en fait. Et je trouve qu'on y gagnerait tous à ce que les hommes politiques et les femmes politiques apaisent, finalement, dans toutes les discussions, dans tous les débats. Or, au bout de 5 minutes, ça part directement sur des énervements, des invectives, on s'excite et finalement, on ne va pas à l'essentiel du sujet. C'est marrant parce que vous êtes déjà exprimé là-dessus. Enfin, vous avez une relation à la façon de faire de la politique, mais parfois aussi il vous arrive J'ai appris à me défendre. Il vous arrive un peu aussi d'être pugnace, sinon pas agressif, pugnace. Pas agressif, mais pugnace peut-être. Je suis non violente. Qu'est-ce que vous répondez à Laurent là sur ce fait de l'agressivité du débat public qui est important quand même à l'heure des réseaux sociaux. Laurent a entièrement raison de le souligner et c'est une des raisons aussi pour lesquelles en politique il y a moins de femmes, il y a moins de jeunes parce qu'il y a des gens qui confrontés à ça disent très naturellement non merci en fait. Moi je l'ai vu au conseil municipal d'Hénin-Beaumont quand j'ai été élue dans l'opposition au Rassemblement national en 2014, il y a des gens ils ont fait 1-2 conseils municipaux, ils sont plus revenus en disant je ne peux pas, j'ai pas envie de ça, ça me fait du mal, c'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est pas comme ça que je vois la politique et donc on arrête. Et moi je leur disais, je comprends, mais je leur disais aussi, on peut pas...
Enfin, heureusement que tout le monde n'arrête pas. C'est-à-dire que je suis quand même contente d'avoir continué parce que sinon, à la fin, il gagne une deuxième fois, quoi, par abandon de poste. Et donc, moi, j'ai fait ces erreurs-là. Je le dis, j'ai jamais eu de difficulté à reconnaître mes erreurs. En début de mandat, il criait, je criais, il recriait, je recriais, il coupait mon micro, du coup je criais plus fort, il disait que j'étais hystérique. C'était sans fin. Et moi j'avais l'impression que la politique c'était ça. J'en avais fait que à Hénin-Beaumont, qui est quand même une ville particulière, et donc j'ai appris comme ça. Et puis à un moment, moi ça me enfin, je m'interrogeais beaucoup en me disant, l'image c'est l'image du combat debout. En fait vous dites, quand tu fais un combat debout avec un cochon, bon, tu peux gagner un match, mais la différence c'est que toi tu le salis, et lui il aime ça. Donc en fait tu es sur son terrain de jeu. Et le Rassemblement national, leur terrain de jeu, c'est de crier, c'est de vilipender, c'est de mentir, c'est de calomnier. J'ai eu dans chaque journal municipal, tous les mois, depuis le début du mandat, des calomnies sur moi et qui imprègnent chez les gens. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais vous habitez à Paris ?» J'ai dit « Ah bon, bah, j'habite dans votre rue. » Bah oui, ça me paraissait bizarre du coup que vous habitez à Paris, parce que j'habite à Hénan. Ah bah mais c'est écrit. J'ai dit, mais c'est écrit dans le journal municipal. Ah oui, mais c'est écrit, hein. Bah oui, mais c'est un journal du maire, donc c'est faux. Mais vous voyez, il y a un truc, des méthodes politiques vraiment violentes et qui sont... c'est ahurissant ce qu'on vit. Moi, je ne suis pas forcément fan de Sophie Binet, mais la dernière fois, lorsqu'elle a... Vous avez trouvé... Je l'ai trouvé très calme. Oui. Et finalement, Macron qui est... Mais il y a des gens qui l'ont trouvé très pugnace aussi. Qui est très fort dans le débat. Ouais. Il s'est fait avoir. Je trouve que c'est lui qui a perdu un peu. C'est lui qui a perdu ses moyens. Et pourquoi vous ne faites pas tous la même chose? Non, mais moi, du coup, j'ai travaillé ça. Donc ça, c'était les 2014-2015. Et puis un jour, au conseil municipal, j'ai fait une blague. Je ne sais plus pourquoi. Parce que je suis quelqu'un d'assez drôle dans la vie. Et donc j'ai fait une blague. Et j'ai vu là, tout le public a rigolé. C'était que des soutiens du maire. Et le maire, il ne savait pas comment répondre. Et je me suis dit, bah ça, peut-être que l'humour, ça, c'est mon terrain de jeu, qu'il faut faire différemment. Et donc j'ai beaucoup appris là-dessus. Mais ce que je veux vous dire quand même, c'est que on a aussi les politiques qu'on mérite. Je le dis cash. Il faut voir aussi comment les gens ils suivent la politique. En fait, les gens... Il y en a qui suivent les grands débats de fond, etc. Mais moi, je vois le passage politique dont on parle le plus. Le premier, c'est quand j'ai pleuré sur France Inter. Bon, super. Je suis sortie, j'ai dit, ça y est, ma vie politique est ruinée. Ils vont dire que je suis faible, que je n'ai pas les épaules, que je ne tiens pas la fatigue. En fait, les gens, ils pleuraient aussi devant leur radio. Donc, en fait, on était pareil, OK. Mais la deuxième séquence dont on parle le plus, c'est le soir des élections législatives. Quand j'arrive, il y a Jean-Philippe Tanguy, qu'on se chauffe quand même depuis je dis ça parce que M. Leroy suit les débats pour la Voix du Nord au Conseil régional. Ça fait des années qu'on se chauffe au Conseil régional. Et là, on arrive sous le plateau, on vient d'être premier. Et lui, il recommence à me couper. Je fais, M. Tanguy, stop. Et donc, je ne sais même plus ce que je dis exactement. Ah oui, je lui dis, si on ne supprime pas la réforme des retraites, je vous mettrai sur mon compte pénibilité. C'est pas agressif, c'est aussi des petites piques pour qu'il se calme. Mais il y a encore des gens qui m'arrêtent dans la rue pour dire, quand on a une soirée triste avec mon mari, on met cette vidéo pour nous faire rire, quoi. Donc, vous voyez, les gens, c'est aussi les réseaux sociaux, etc. Vous en parliez tout à l'heure avec Jean-Dame Bardella. Les gens, ils suivent aussi. Il y a des gens qui retiennent de la politique ces moments un peu saillants. Et souvent, c'est parce qu'il y a eu un clash, quoi. Et moi, je vois sur des chaînes comme BFM, sur des chaînes d'actualité en direct qui marchent beaucoup par l'audience, en fait, ils vont à la recherche du clash. Ils mettent un éditorialiste dont le but est de provoquer la séquence qui va faire après des vues sur les réseaux sociaux parce que ça leur fait des recettes publicitaires. Donc, je dirais que c'est un problème du personnel politique, mais aussi un problème politico-médiatique. Et dans le problème politico-médiatique, il y a aussi comment les gens suivent la politique. Vous voyez, Trump, plus il dit des choses complètement ouf, plus les gens sont fans aussi, quoi. Donc je trouve que la politique c'est de nature et que c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. On va passer à Kenza, qui a une question courte, je crois. Je pourrais poser une deuxième question ou pas? Le timing est très serré. Ou à la sortie. Si on veut que tout le monde puisse... Je dois aller voir François Bayrou sur la proportionnelle après. Tout le monde veut je préfère être avec vous. Kenza, question courte, je crois, et réponse courte. Oui. Alors, nous avons parlé de la gauche, donc passons à la droite un petit peu. Il y a quelques semaines, Bruno Retailleau a été élu à la tête des Républicains. Qu'en pensez-vous? Et notamment, question qui fait suite au débordement face à la victoire de Paris à la Ligue des Champions. C'est à l'écologiste ou la supportrice de Lens que vous posez la question. Je n'ai pas soutenu le Qatar en finale de la Ligue des Champions. Je suis restée très très loin de cet enjeu. Mais pour revenir sur Bruno Retailleau, moi déjà, je ne comprends pas comment on peut être ministre de l'Intérieur et chef de parti. Je le dis très tranquillement. Chef de parti, c'est un travail à temps plein. Chez nous, on ne cumule même pas ça avec parlementaire. Mais ministre de l'Intérieur, par les temps qui courent, c'est un boulot à temps plein, quoi. Vous n'avez pas envie, vous, que le ministre de l'Intérieur, il fasse ça? Si c'est lui, peut-être qu'on a envie qu'il fasse à mi-temps. Mais franchement, je trouve que c'est pas respectueux pour les Français d'être ministre et d'être chef de parti en même temps. Et on voit qu'en fait, une grande partie de son cerveau, de sa bande passante, est quand même consacrée à préparer son aventure présidentielle
personnel, maintenant au nom de son parti, et ça c'est pas bien. Voilà, je le dis, on est dans un moment qui est difficile en France, les questions de sécurité sont des questions à part entière, je suis pas d'accord avec la manière dont ils les abordent, mais ce sont des questions importantes pour les Français, et ça nécessite un ministre à temps plein. C'est des boulots où on travaille nuit et jour normalement, quoi. Donc c'est pas vrai qu'on peut se dire, tiens je vais aller faire mon congrès, tiens je vais m'occuper de la réunion sur la trésorerie de mon parti, ça va pas en fait, moi je suis pas d'accord avec ça. Et après, je pense que Bruno Retailleau est quelqu'un qui divise les Français. Là, il a encore traité de barbares les gens. On voit bien que ça fait appel, en plus, à un récit colonial. Enfin, ça va pas, ces mots. C'est des mots qui abîment. C'est pas bien. Et je vois aussi, sur la question de la laïcité, comment il l'instrumentalise. Moi, il se trouve que je suis croyante et que j'ai toujours séparé complètement mon engagement politique de ce que je pouvais croire ou pas, comme tout le monde est censé le faire. Mais la laïcité, à la base, c'est la séparation de l'État et de l'Église à l'époque, enfin des cultes. C'est la loi de 1905. C'est ça, c'est que l'État doit être neutre vis-à-vis des cultes. Ça paraît logique, voilà. En tout cas, depuis 1905, normalement, on a eu le temps de comprendre. Leur laïcité, c'est pas de la laïcité. Lui, ce qu'il fait, c'est de la stigmatisation. Il instrumentalise la laïcité pour en faire une arme, toujours contre la même religion, l'islam, et toujours contre le même genre, les femmes. Parce que quand on parle du voile tout le temps, on voit bien que ça ne concerne pas tout le monde. Et donc quand un footballeur fait le signe de croix en rentrant sur le terrain ou après avoir marqué un but, ça ne pose jamais de problème à personne. Par contre, on va faire chier des jeunes femmes sportives en disant maintenant tu n'auras plus le droit de faire des compétitions. Et donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Hein. Il a dit les femmes voilées ne peuvent plus accompagner les sorties scolaires. Moi, je suis maman d'un petit garçon de CP. Je peux vous dire que c'est important pour eux comme moment. Quand leurs mamans viennent, ils sont fiers et ils veulent qu'on connaisse leurs copains, on se relaye. Pour une maman, c'est important aussi. Donc, il y a un petit gamin de primaire, de maternelle, qui n'aura pas sa maman en voyage de classe parce qu'elle n'a pas le droit de venir, parce qu'elle a le voile. Mais en fait, c'est annonciateur. Parce que cette petite fille dont la maman n'a pas pu venir, ça la prépare au fait que plus tard, quand elle fera du sport, elle va faire le judo, je ne sais pas quel sport, le foot, elle pourra faire tous les entraînements, mais quand tout le monde partira en compétition, elle devra rester. Et puis après, à l'université, elle n'aura plus le droit non plus, parce que c'est ça qu'on nous prépare. Je trouve ça, voilà, les gens, ils ont le droit de croire ou de ne pas croire. Ils ont le droit de choisir la manifestation extérieure de leurs croyances. C'est leur choix. On en fait tous des différences, ça nous regarde. Mais voilà, que des fonctionnaires, dans l'exercice de leur mission de service public, doivent être neutres vis-à-vis des religions, c'est sûr. Mais les mamans qui accompagnent les sorties scolaires, les jeunes filles qui font du sport, foutons-leur la paix, en fait. Foutons-leur la paix. Merci. Jean-Luc a une question. Il y en a plusieurs, il va falloir choisir parce que vous êtes encore 3, il nous reste 10 minutes. La question piquante peut-être, voilà. La piquante. Alors j'en ai 2 piquantes. Alors, il y en a 2 piquantes. Bah allez-y, j'adore. Alors Julien Bayou. Ah bon, ça pique là. Alors bonjour déjà. Bonjour, oui, bah bonjour. Voilà, bon, Julien Bayou a été innocenté de tout ce qu'on accusait. Je ne connais pas le détail, mais j'ai lu un petit peu et écouté un peu, et notamment sur France Inter, il a fait un entretien, une matinale. Je suis sorti de là un peu énervé, un peu dégoûté. C'est un homme qui m'apparaît cassé à maintenant, sans avenir politique, enfin on verra ensuite. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez d'une part, bon vous l'avez déjà dit, mais ce que vous pensez faire d'autres que des débats internes ou des solutions pour traiter ce cas Bayou. Et avoir fier de vous et fier de ce que vous avez fait ensuite sur... Je n'ai que des regrets sur cette affaire, dont je précise quand même que j'en ai hérité. C'est-à-dire que Julien Bayou, il était secrétaire national avant moi. Cette affaire a été lancée par son ex-compagne, puis par Sandrine Rousseau. Il a démissionné. J'ai été élue secrétaire national, c'était prévu, et il me soutenait d'ailleurs au Congrès. J'ai été élue en décembre, cette affaire était en juillet. Et quand je deviens secrétaire national, j'hérite de ce dossier qui n'a pas été bien géré, parce que dans nos procédures du parti, on a prévu plein de choses, mais pas que l'ex-compagne de secrétaire national l'accuse. Donc par exemple, la cellule qui gère les accusations de violence sexiste et sexuelle dans le parti, normalement, quand on connaît la personne, on doit se récuser. Bon, là, tout le monde connaissait Julien Bayou, donc tout le monde aurait dû se récuser. Donc moi, j'avais dit à l'époque, où j'étais au bureau exécutif, j'avais dit, Julien, on devrait externaliser l'affaire, mettre un cabinet professionnel sur le sujet. Julien avait dit, ouais, mais si je fais ça, je vais donner l'impression que comme c'est pour moi, je fais un truc plus facile pour moi. Je serais accusée, en fait, de m'être favorisée. Donc, il n'a pas voulu. Et je comprends, peut-être que s'il avait fait, d'ailleurs, les gens auraient trouvé que c'était un scandale, ça aurait fait un autre scandale. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas de manière de bien le traiter. Et moi, quand je deviens secrétaire national, c'est vraiment à vivre sur le sujet. C'est le dossier, je le dis. J'ai vécu plein de trucs durs comme chef de parti, sur du fond, sur des dossiers écolos. Mais cette affaire est l'affaire la plus dure que j'ai eu à traiter en tant que femme politique. Je peux vous dire que j'en ai pleuré des nuits entières à ne pas savoir quoi faire. À avoir des femmes au téléphone qui me parlent
parler de choses extrêmement graves. Et toutes n'ont pas été en justice. Enfin, c'est ça qui est dur. Les gens vous appellent, mettez-vous à ma place. Hein. Vous devenez chef de parti, une femme vous appelle en disant moi, il a fait ça. Moi, j'ai entendu que ça. L'aide femme ne veut pas témoigner, mais moi, je le sais. Donc, je te le dis. Tu fais quoi avec ? Moi, je ne suis pas formée ni à recevoir la parole des femmes, ni à savoir quoi en faire. Et donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu, dans un contexte où, par ailleurs, vous voyez, dans une petite famille politique, mais comme dans une entreprise, dans des groupes humains, après, les gens, il y a la rumeur, il y a les trucs. Donc, j'ai été accusée, il y avait des trucs internes, mais après, il y a eu la presse qui a joué un gros rôle là-dedans. Et je le dis, on a beaucoup dit à la fin, les Verts doivent s'excuser et tout, mais les médias, ils s'excusent quand ? Parce que cette affaire était une affaire médiatique. Les gens qui disaient des choses chez les Verts, c'est parce qu'ils les avaient lues dans la presse. Et donc moi, je vous dis pour que vous puissiez vous mettre à ma place, le Canard enchaîné a sorti en octobre dernier un article qui disait que je couvrais des viols de Julien Bayou, que des filles m'avaient appelé, qu'ils le savaient, que j'avais des informations et que je n'en avais rien fait, que j'aurais dû faire un article 40, j'aurais dû saisir le procureur. Donc j'étais accusée d'avoir couvert des viols, ce qui pour une femme politique, je peux vous dire, est extrêmement difficile. Alors que j'avais lancé une enquête interne, ce que vous savez. Je suis accusée d'avoir couvert des viols. 6 mois après, je suis accusée par le même journal, c'est pas le même journaliste qui signe, d'avoir lâché en pâture un homme à terre innocent. Vous voyez, le même journal, sans aucune transition, sans dire peut-être que du coup on devrait s'excuser nous aussi, parce que ça fait énormément de mal. Enfin, une femme politique accusée de couvrir des viols alors que je suis très féministe, une femme politique accusée d'avoir lâché en pâture un homme qui était lâché en pâture par tout le monde dans la presse, sauf moi qui essayais de traiter le truc sereinement. Donc moi, je vous donne ma position. Je regrette tout dans cette affaire, ses conséquences pour Julien Bayou, ses conséquences pour les femmes qui ont parlé, qui ont aussi leur nom été dans la presse, etc. Ses conséquences pour l'entièreté des militants de l'écologie politique qui, dans leur repas de famille, sur les marchés, ont dû se justifier sur un truc où ils n'y étaient pour rien et qui ont aussi eu un préjudice en termes d'image. Et je pense qu'il faut en garder comme leçon que la révolution MeToo, c'est une révolution fondamentale, parce que les femmes, elles ont morflé dans leur histoire et ça continue. Donc il faut mener ce combat. Et que comme dans toute révolution, et celle contre le patriarcat est forcément très douloureuse, très violente, mais comme dans toute révolution, il y a 2 écueils dont il faut se préserver. Le premier écueil, c'est d'abandonner un moment, ce qu'on appelle le backlash, de dire à un moment c'est trop dur, allez, les gens se démobilisent et la révolution arrête. Il ne faut pas que ça arrive sur MeToo, c'est trop important. Et l'autre écueil, c'est du coup qu'on sorte un peu de l'état de droit, qu'on soit dans de l'accusation. Moi, par exemple, à un moment dans le parti, il y avait des gens, mais de bonne foi, qui disaient on va mener l'enquête nous-mêmes. Elle aurait recueilli, un tel a dit que l'autre avait dit ça. Ça ne pouvait pas marcher comme ça. Donc moi, quand j'ai lancé l'enquête interne, c'était aussi pour mettre fin à l'arbitraire. Parce que cette enquête externe, elle a été critiquée. C'est ce que n'importe quelle boîte aurait fait. Hein. Ça a été critiqué, ok, vous savez, quand vous êtes politique, vous servez de machine à baffe, donc pas de problème. Mais sauf que cette enquête a été menée par des avocates, dans un cadre contradictoire, où Julien Bayou a été entendu, ça a été professionnel. Et d'ailleurs, cette enquête a donné les mêmes résultats sur les faits que la justice a traités, a donné les mêmes résultats. Donc, vous voyez ce cadre. Bayou a été entendu, vous dites ? Bien sûr. On a fait appel à un cabinet externe. Mais parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi sur moi-même à la télé, donc c'est très... Ça veut dire que si c'était à refaire, vous auriez fait quoi là si je l'aurais fait tout de suite. L'enquête externe, je l'aurais fait tout de suite, en devenant secrétaire nationale. Mais j'aurais été critiquée pour l'avoir faite. Je l'aurais faite parce que ça aurait évité des rumeurs. Mais vous savez, à l'époque, il y avait une enquête... Je ne pouvais pas le faire, en fait, parce que c'est compliqué, mais il y avait une enquête... Et à l'époque, la cellule interne du parti était saisie. L'ex-compagne de Julien Bayou, que j'ai rencontrée pour comprendre pourquoi, ne voulait pas parler... Donc elle saisit la cellule, puis elle dit « je ne veux pas parler à la cellule ». J'essaye de comprendre pourquoi. Elle me dit parce que moi je pense que Julien Bayou, il a accès aux mails. Comme il sait elv.fr l'adresse, je pense qu'il a les codes pour avoir accès. Je lui dis moi je ne sais pas le faire. Elle me dit mais lui il est plus fort que toi en informatique. Bon d'accord, elle ne se sentait pas en sécurité. Elle dit moi je veux parler à quelqu'un qui a une formation de juriste. Je dis oui mais là les gens de la cellule c'est des bénévoles. Elle dit du coup je ne veux pas leur parler. Donc à un moment, à l'époque je ne pouvais pas dessaisir. Vous voyez la cellule elle menait une enquête. Mais la personne ne voulait pas parler, donc ça a duré quelques semaines, mois pour comprendre comment on atterrissait. Donc ça a été finalement classé, ça n'a pas été classé sans suite, ça a été arrêté faute de répondants des personnes. Et puis ça s'est arrêté, on en a pu parler pendant des mois. Puis un jour, l'ex-compagne de Julien Bayou, elle a déposé une plainte au pénal contre Julien Bayou. C'est ça qui a relancé. Dans le parti, les gens ont dit, attendez, on a un député écolo qui fait l'objet d'une plainte au pénal pour VSS, de son ex-compagne. Pour n'importe quel autre parti, on demanderait sa démission. C'était au moment de l'affaire Caténin. Il y a eu l'affaire Caténin, en plus, qui est une toute autre affaire, mais les gens, ils mélangeaient tout. Donc moi, on disait, Marine Tondelier, elle est féministe, elle fait rien. Les Verts, ils sont féministes, ils font rien. Puis il y en a qui disaient, ils font trop. Enfin, ça n'allait jamais. J'étais accusée de faire trop ou pas assez. C'est des sujets qui sont comme ça, qui sont épidermiques. Et je ne souhaite à personne d'avoir à vivre, évidemment, ce que les personnes concernées par le dossier ont vécu, mais ce que j'ai dû à gérer moi non plus. Voilà. Tondelier, je me permets de vous couper. Excusez-moi, il reste 2 questions. Et c'était piquant. Alors. Laïs. Avant-dernière question, puis on finira avec Lisa.
Donc, bonjour. Comme ont pu le prouver les dernières élections en Europe, l'extrême droite semble se rapprocher dangereusement du pouvoir et avec elle une forte défiance envers l'Union européenne et ses institutions. Ma question est donc, dans ce contexte, comment pouvez-vous faire de l'Europe un moteur de l'écologie sans creuser ce dit déficit cette défiance que peuvent avoir les citoyens? Ce déficit, on peut le creuser encore un peu, par contre. Ça va être compliqué. Non, mais pour moi, l'Europe, c'est la solution. Je le dis, je vous donne un exemple sur la déforestation dans le monde, qui est un vrai problème pour l'habitabilité de la planète. Si la France tout seul dit on n'importe plus de produits issus de la déforestation, c'est très bien, mais ça n'a pas d'impact mondial. Si l'Europe dit on n'importe plus de produits issus de la déforestation, l'Europe est le 2e marché au monde pour ces produits-là. Donc c'est-à-dire que c'est des filières entières qui sont obligées de changer la manière dont ils produisent s'ils veulent continuer à vendre sur le territoire européen. Donc c'est un levier qui est énorme. Donc ça veut dire que ça permet de faire des actions écologiques qui ont du poids. Et deuxièmement, l'écologie n'a pas de frontières. La qualité de l'air n'a pas de frontières. Des fois, entre la France et l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, il y a des échanges de polluants atmosphériques. Donc, gérer ça, caché à sa frontière, n'a pas de sens. Idem pour le changement climatique, encore plus. Idem pour la qualité de l'eau. Idem pour la sûreté nucléaire. Je peux vous dire que les Belges qui sont en train de sortir nucléaire, les Allemands qui sont en train de sortir nucléaire, ceux qui habitent à la frontière, ils disent oui, mais moi j'ai Gravelines, moi j'ai Cattenom, Donc, vous voyez, c'est des sujets qu'on doit traiter aussi à l'échelon européen. Et après, je vous le dis aussi, moi je suis très critique de cette Europe. Je ne me sens pas proche de cette Europe. Je pense qu'elle devrait fonctionner différemment, qu'elle donne l'impression parfois d'être hors sol. Mais je sais que les personnes que nous, écologistes, on y envoie, font un travail formidable, avec beaucoup de conviction, parce qu'ils aiment l'Europe, ils ont envie d'une autre Europe. Et il faut qu'on arrive à la changer, à la faire en mieux. Mais quand je vois les partis qui sont majoritaires en ce moment, je suis très inquiète. Une dernière question. On a juste 5 minutes pour la question et la réponse. Lisa, et c'est un petit pas de côté, je crois d'ailleurs. Bonjour Madame Tondelier. On va parler gastronomie. Non, pas exactement. Voilà, j'ai une question, deux questions par rapport à la justice pénale. Ah oui, que pensez-vous de l'instauration des cours criminelles départementales et quel est votre avis également sur la proposition de plaider coupable en matière criminelle proposée par notre ministre de la Justice? C'est une question technique. Franchement, je ne vais pas faire semblant d'être spécialiste de ça. Les cours criminels départementales, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est que, en fait, finalement, maintenant, certains crimes... Maintenant, certains crimes, comme les viols, donc quand un maximum est de 20 ans, quand il n'y a pas de récidive, ils sont jugés dans des cours criminels départementales qui sont jugées, où il y a 5 juges professionnels, alors qu'avant, c'était jugé par des cours d'assises. Oui, par des cours d'assises. Ça permet de désengorger, en fait. Okay. Exactement. Et non, mais franchement, je veux pas vous donner un avis qui ne serait pas forcément la position de mon mouvement. Donc je vais regarder ça avec mon équipe. Peut-être je donnerai la réponse à la Voix du Nord, parce qu'on a des parlementaires qui sont en train de travailler là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les viols en particulier, on a un vrai sujet entre le nombre de viols qui sont commis dans ce pays, le nombre de viols qui font l'objet d'un dépôt de plainte, la manière dont sont prises parfois les plaintes et le taux de condamnation à la fin. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais nous, on tient aussi au droit à la défense, en fait. Et donc, il ne faut pas que qu'il y ait des sortes de coupe-fil pour aller plus vite, mais qui se traduisent par le fait qu'il y ait des erreurs judiciaires ou que les personnes n'aient pas pu proprement se défendre. Et je sais que les procès sont souvent des moments très, très durs pour les femmes. On l'a vu avec l'affaire Pellico, ça a été terrible. Moi, je suis allée au tribunal pour me rendre compte sur place de ce que c'était, puis lui apporter un peu de soutien moral. Et je vois à quel point c'est violent, mais en même temps, la justice a été faite, quoi. Le temps a été pris. Je pense que c'était des temps très long pour les victimes. Quand on dit ça va être dans 2 ans, dans 3 ans, on se dit mon Dieu, moi j'ai envie que ce soit tout de suite. Mais c'est aussi un travail. La justice, c'est un travail aussi psychologique. Ça permet de faire son deuil, de réparer ses blessures en partie, même si certaines ne se réparent jamais vraiment. Donc voilà. Et après, moi, je le dis parce que j'ai ma grand-mère qui a été aux assises, qui avait été tirée au sort. Et c'est une histoire dans la famille dont on m'a souvent parlé. Et moi, je pense que je fais partie des gens qui ne pourraient pas, en fait. Je trouve que les personnes qui sont dans les jurys d'assises, mon oncle l'a été là encore récemment, je pense que ça expose la violence du monde à des choses dont on ne se rend pas forcément compte, et on se rend compte à quel point cette société, pour plein de gens, pour des enfants aussi, extrêmement violente. Donc ça montre bien que on n'y arrivera pas que par de la répression, par exemple. Comment ? Si vous voulez pas rater votre train. Oui, juste parce que alors d'abord merci. Pour dire à François Bayrou que c'est à cause de la Voix du Nord. Des coupables.
Pareil, il y aura réponse, on va vous répondre par mail visiblement. Ouais, je vais regarder avec les parlementaires qui travaillent là-dessus, je vous donnerai la position de notre mouvement. Alors Sébastien et moi, les journalistes que nous sommes, on avait plein de questions, mais priorité à nos lecteurs, donc merci à eux. Juste pour terminer, quels sont les facteurs d'espoir pour l'écologie, notamment dans notre région? Vous avez exposé tout à l'heure rapidement le cadre, on n'est pas la région la plus aidée en matière d'écologie. Quels sont les facteurs d'espoir? Pour finir sur une note positive, on a 1 minute. Ah bah ça va être un espoir restreint. Non, mais déjà on habite une très belle région, je le dis, avec un gros potentiel écologique. Là mon conjoint a fait l'île Ardelot ce week-end, donc j'étais posée à l'île, puis je suis allée à Ardelot, et vous traversez on a des paysages qui sont fous, on a une richesse en termes de biodiversité qui est énorme dans ce territoire. Je regrette que les personnes qui s'en occupent, que ce soit les conservateurs du littoral, ou aussi les associations qui se battent pour protéger la biodiversité, pour faire connaître. Moi j'ai fait des visites avec des experts biodives dans la baie d'Auty, par exemple. Enfin, on a des richesses, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour avoir des choses magnifiques, hein. C'est à portée de TER et même de bus dans cette région, et donc je regrette que celles et ceux qui s'occupent de ça n'aient pas assez les moyens. On a transféré beaucoup de moyens aux chasseurs par rapport à la protection de la biodiversité, et voilà, on a une belle région, prenons-en soin, et surtout, je le dis, je rencontre chaque semaine des acteurs formidables, que ce soit, là c'était les salariés d'Arcelor avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. On peut dire, tiens, les écologistes avec Arcelor, bah ouais, on a plein de choses à faire ensemble, et puis des gens qui portent, qui sont en train de transformer des fermes en bio pour nous nourrir le mieux possible, ou même des gens qui ne sont pas en bio mais qui cherchent à améliorer leurs pratiques, qui nous trouveront toujours de leur côté. Je vais aller voir bientôt les pêcheurs aussi à Boulogne. Là, je vais à Lorient faire une marée avec des pêcheurs au chalut de langoustine qui disent, on vous entend parler de la pêche, on aimerait bien vous présenter notre métier avec nous. Donc je vais aller, alors je porte très mal mon prénom, j'ai très le mal de mer, j'allais passer une nuit avec eux, et j'irai le faire à Boulogne. Voilà, je rencontre des gens super qui mènent des projets d'économie sociale et solidaire, de ressourcerie, pour des projets qui sont environnementaux et sociaux souvent en même temps. Et donc voilà, des gens qui font de l'aide aux personnes aussi, l'association caritative, l'association sportive, avec plein de bénévoles qui s'engagent. Enfin, c'est ça aussi, c'est le lien. Et on a une région avec une identité forte. Quand on me dit, Madame Tondé, vous êtes un peu différente des autres politiques, vous parlez vrai, vous êtes cash, vous avez l'air de comprendre ce qu'on vit, je le dois à cette région en fait. Si j'étais née ailleurs, ce serait peut-être pas pareil. Donc voilà, je suis fière d'être du Nord, du Pas-de-Calais, c'est encore pire. C'est pas pareil, hein, Nord et Pas-de-Calais. Mais pour rien au monde, j'habiterai ailleurs. Voilà, je le dis. Et merci à toutes celles et ceux qui font cette région avec nous. Et merci La Voix du Nord. Je le dis aussi. Une excellente manière de terminer cet entretien. Merci à tous d'avoir été présents, pour la qualité de vos questions. Juste un mot, petite consigne, vous restez, les lecteurs qui ont posé des questions, vous restez sur place. Il y a Laura qui va venir vous interroger pour prendre vos réactions, qui seront dans le journal également. On a un petit temps là, 5-10 minutes pour des photos, des autographes, tout ce que vous voulez. La photo de groupe, évidemment, pour faire ça tout de suite. Et après tout ça, on libère très vite Marine Tondelier. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Photo de groupe. C'est la photo, c'est ça ?